bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On est dans l'épisode numéro, je viens de compter à l'instant, numéro 12 de 90 minutes sans Incroyable. fil déjà. Le premier épisode était le 7 août, Mathieu. Tu te souviens du 7 août? C'était avec Brigadimo, on a parlé de vente à terme. C'était il y a déjà 3 3 mois. mois, quasiment. Hein. C'est C'est ouais, incroyable. C'est un ouais, c'est truc de incroyable. malade. C'est C'est incroyable. On a traité tellement de sujets. Je salue Bankimo. Je me faisais la réflexion. Et d'ailleurs, on m'a fait la réflexion, on m'a envoyé des messages privés en me disant, t'as fait un épisode sur ça parce que je l'ai pas trouvé dans les replays, etc. Les gens, c'est vrai qu'en réalité, tu vas voir les replays des 90 minutes sans filtre et t'as énormément de valeur pour pouvoir passer à l'action. c'est fou. On en parlait la dernière fois ensemble, hein, d'ailleurs. Ouais. C'est vrai que c'est incroyable. En fait, nous, on se rend même plus compte, en vrai, de la valeur que ça a. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a, je dis une bêtise, hein, qui a une vingtaine d'années, qui rentre un peu dans la vie active et qui veut investir, il regarde tous les replays et en vrai, il a une valeur ajoutée qui est incroyable, qui est dingue. Il peut investir, hein, tout simplement. Il peut passer à l'action. Bon, ce Exactement. soir, on va parler construction neuve. C'est écrit juste au-dessus de ma tête et de la tienne aussi, d'ailleurs, entre parenthèses. On a une invitée exceptionnelle comme toujours. Euh, alors ce soir, c'est un peu particulier parce que c'est vrai que le thème construction neuve, on sort vraiment de tous les thèmes dans lesquels on était, qui étaient très traditionnels d'investissement immobilier, pour rentrer dans un thème un peu plus de résidence principale. Le neuf, c'est plus de la résidence principale. Mais on va lui poser la question. Hein. Mais c'est plus de la résidence principale. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les fidèles qui nous rejoignent. Alors, le temps de s'adapter aux nouveaux horaires, hein. C'est 21h30 maintenant, les amis. J'essaie de l'écrire partout dans les stories. Je barre 21h, je mets 21h30 pour deux raisons. Un, c'est que j'ai pas eu le temps de changer le truc de fond pour écrire 21h30. Et la deuxième raison, c'est pour que vous l'ayez tous en tête. Salut Manon. Salut! Je sais pas comment on met votre truc derrière là. Alors, Ah, t'appuies sur ta tête. Ouais. Ah, Ensuite, en bas, tu vas ah. avoir filtre normalement. J'ai des effets, mais j'ai pas votre Ben, c'est effet, tu mets effet. fond vert. fond vert. Tu... Et après, Ouais. tu mets la photo que je t'ai envoyée sur WhatsApp. Ah ouais. Ah, tu m'envoies une photo. On est déjà une Je le mets centaine, dessus. les amis. Vous êtes dans 90 minutes sans filtre. Bonsoir à tous. Le temps de régler les deux, trois problèmes techniques. Et Et en on plus, va il faire fait un beau. épisode de folie ce soir. Alors, il y a déjà eu des partages. Merci à Memi Raconte. Ça fait plaisir de te voir, Memi Raconte. Ça fait très longtemps. C'est Rénov vrai. Confort, salut. Salut Lemia Delma. Salut Bankimo. Il y a tous les fidèles qui sont là. Ah, C'est les bon. belles couleurs de 90 minutes sans filtre. Ce rose qui est tellement doux. Salut Manon. Salut. Merci beaucoup d'être là. On va très vite rentrer dans le vif du sujet. Je vais te mettre en plein écran. Voilà. Donc ce soir, on a l'honneur de recevoir Manon. Alors, plusieurs choses. Mathieu, tu peux expliquer les règles du jeu? Yes. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, donc on est dans un live hebdo tous les lundis soirs. Maintenant, c'est 21h30 où on reçoit un ou une invitée. Aujourd'hui, c'est une invitée qui nous parle de sa spécialisation, de son expertise et qui vous donne beaucoup de valeur. Elle offre également un cadeau, alors qu'on voit un petit peu au-dessus de sa tête. Je sais pas si tu peux régler l'écran pour que ça monte un peu, mais en gros, là, ce soir, Manon vous offre un cadeau d'une valeur de 850 euros. Donc à ceux qui vont participer à tout ce live, vous pourrez. Et aujourd'hui, Manon ne va pas avoir besoin de tapoter, c'est elle qui offre. Euh, mais l'objectif, c'est de tapoter sur la tête d'immobilier. Et alors, on avait mis à 100 000. On avait mis à 100 000 likes. Est-ce qu'on... Manon, c'est toi qui vas décider. Est-ce qu'on reste à 100 000 ou on met à 75 000? Ah, à mon avis, tu peux passer un peu plus bas que 100 000 quand même. Est-ce que ça intéresse autant de monde la construction? Je sais pas. Ah bah écoute, il y a Je sais déjà pas. 100 personnes qui sont là, qui ne bougent pas de leur siège. Donc ça intéresse au minimum 100 personnes. Les 100 personnes qui sont là. Est-ce que ça vous intéresse déjà la construction? Dites-nous en commentaire. La construction neuve, dites-le nous vite en commentaire. On se dit 70 000, c'est pas mal 70 000. Allez, 70 000. C'est un beau défi. Le record étant au-delà de 200 000, mais c'est des gens qui sont venus en équipe. Ils sont venus en équipe. Eh, moi je tapote, hein, en général. Hein. Bon, Manon, merci beaucoup d'être là. Donc, posez vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas. Ah, Ludovic, ça intéresse fort. Ludovic, dont on va parler à la fin du live. Vous verrez pourquoi.
Ça intéresse beaucoup de monde, bien sûr. Tu sais, immobilier. J'ai construit ma En fait, maison. Bonjour à vous. la, Ça la intéresse. plupart du temps, c'est vrai, hein, c'était un peu la vision, l'ancienne vision où il fallait construire sa RP, sa résidence principale, en priorité pour, en fait, réussir sa vie, c'était quand même avoir aussi sa résidence principale. Alors bien évidemment que nous, dans tous nos lives, etc., on explique régulièrement qu'il vaut mieux des fois passer par l'investissement locatif avant de faire sa résidence principale. Mais pour certaines personnes, la résidence principale reste une sécurité. Et aujourd'hui, Manon va nous expliquer un petit peu tout ce qui est lié au processus de la construction neuve. Et donc, C'est je ça. laisse Imo. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Mais on va laisser Manon se présenter. Déjà, pour Ouais, commencer, qui es-tu, Alors, ben, Manon? du coup, moi, je travaille chez un constructeur, donc dans le secteur de Montpellier, entre Montpellier et Nîmes, donc Hérault et Gare. Du coup, je connais Mathieu, même secteur. Et voilà, ça fait à peu près 3 ans et demi que je travaille chez ce constructeur-là. Voilà, donc j'ai aussi investi de mon côté dans l'immobilier. J'ai déjà fait deux RP, donc une première résidence principale en 2018 que j'ai revendu juste après Covid. Donc belle plus-value aussi, bel investissement. J'ai reconstruit ma deuxième l'année dernière. Je suis rentrée en septembre. Je revends là à la fin de l'année. C'est prévu que je vends en décembre. Donc belle plus-value aussi pour reconstruire la troisième. Donc moi j'investis un peu dans la résidence principale et je fais de la plus-value sans imposition. Voilà, donc ça s'est toujours bien passé depuis 3 ans. Ça commence à être un peu plus compliqué, mais bon, on s'en sort bien, donc ça va. Ok, aujourd'hui, juste pour rester sur ton parcours et ton parcours IMO, dans les biens que tu as achetés, et il vaudrait mieux que tu me dises oui, c'est des constructions Ouais, à chaque fois. ouais, là j'ai construit 2 fois. Là je revends, je reconstruis du coup une troisième. J'ai aussi acheté un appart du côté de Frontignan-Plage, à 100 mètres de la plage pour faire aussi de l'investissement locatif. Et là dans la troisième maison du coup que je vais faire, je mets un annexe directement sur la parcelle, un peu détaché de la maison pour faire des romantiques suites. Voilà, donc vous en avez beaucoup parlé. J'en fais une aussi directement à côté de chez moi, donc assez pratique. Donc je mets Ok. le RP et Et investissement l'investissement locatif. locatif que tu as, c'est dans l'ancien? Oui, j'avais C'est acheté dans l'ancien. un appartement dans l'ancien, ouais. Ok, elle super. ne fait Donc pas un tout en parcours. construction. Donc Hein? tu fais la. Vas-y, Elle ne pardon, fait pas Mathieu. tout en construction, j'ai dit. Ouais, non, bah non. Bah ouais, après, on fait des belles plus-values en construction, hein, donc il faut pas hésiter aussi à investir de ce côté-là, même si ça peut avoir l'air de faire peur. Ouais, j'en suis la preuve que là, ça fonctionne quand même très très bien. Donc à chaque fois, tu as fait des plus-values. Sur combien d'années sur tes constructions, tu as fait des Alors pour plus-values la sans rentrer dans le première, détail? ouais, bah sur la première, je suis restée 1 an dedans, j'ai fait un peu plus de 100 000. Ah oui. Et là, sur la deuxième, pareil, je suis restée 1 an et je fais 80. 80. Après, elle aurait pu se vendre un petit peu plus, mais bon, vu le contexte actuel, on l'a un petit peu baissé. Mais 80 en 1 an aussi. Ok, assez étonnant. Et tu as eu des tarifs préférentiels ou parce que c'est vrai que dans la construction, souvent on perd de l'argent à la revente si on vend aussi vite. La plupart du temps, moi c'est ce que je connais ou c'est peut-être des croyances, hein, mais tu vas nous expliquer. Tu as eu des tarifs préférentiels ou c'est le marché qui a évolué? Comment ça se fait qu'on a fait des Ouais, plus-values? alors pour la première, pas du tout de tarif préférentiel. J'avais acheté une maison en primo-accession, donc on était 12 maisons collées, donc avec des tarifs qui étaient quand même intéressants, mais pas préférentiels parce que je connaissais absolument pas la construction. J'ai acheté avant le Covid et j'ai revendu, enfin j'ai signé le contrat avant le Covid, le temps que ça se construise, on nous a livré pile au moment du Covid et j'ai revendu 1 an après. Et je pense que là, c'est plutôt le contexte qui a fait que ça a évolué. Les prix ont flambé hein, après le Covid. De toute façon, tout le monde a voulu sa résidence principale, son jardin. Donc les prix, c'était fou. C'était vraiment fou. On a vendu à un prix qu'on s'y attendait pas du tout. Mais c'était impressionnant le nombre de gens qui venaient. Et après, forcément, pour la deuxième, oui, pour la deuxième, bah, vu que je suis dans la construction, ça m'a beaucoup aidé. J'ai construit une maison, on va dire moins chère que si je l'avais vendue moi par constructeur, ce qui me permet de faire une belle plus-value. Et je pense que pour la troisième, ce sera pareil. Enfin voilà, j'ai des prix très très intéressants qui vont me permettre de faire une plus-value. J'y pense y rester un peu plus longtemps quand même, mais voilà, 5 6 ans Oui, ça serait peut-être. bien. Ouais, un petit peu quand même. Ok, bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Merci et super sympa le parcours. T'as fait que ça, que de la construction ou avant t'as un parcours qui est différent?
Ouais, j'ai un parcours complètement différent. Moi, je suis dans le social normalement. J'ai D'accord, fait ok. des études dans le social, j'étais éducatrice spécialisée, donc je travaillais en foyer d'enfants avec des personnes handicapées. Et puis quand j'ai construit ma maison, en fait, je me suis intéressée à la construction et voilà, changement total de parcours. Et qu'est-ce qu'il faut faire Reconversion. comme ça, juste pour ceux qui nous regardent là, qu'est-ce qu'il faut faire pour basculer dans la construction? Il y a des études, une formation, il y a quelque chose? Non, honnêtement, moi, j'étais pas du tout dans ça. J'ai suivi un commercial pour me former. Donc, mais après, il n'y a pas d'études particulières. Bah après, on peut avoir des études de commerce. Ça peut aider. Après, honnêtement, dans mon agence, on est beaucoup à pas du tout venir du milieu de la construction, de la vente ou autre. Juste, bah voilà, on a capté assez vite les choses, comprendre, faire des formations après en interne. Et mais pas de parcours scolaire particulier. Ok. Bon, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que ça veut dire une construction de manière générale? Ça veut dire quoi construire? Et qu'est-ce qu'on peut construire? On parle là de maison, on parle d'immeubles, on parle de quoi? Alors moi, ça va être que de la maison, maison individuelle. Donc nous, on est constructeur CCMiste, c'est contrat de construction de maison individuelle. C'est vraiment le constructeur qui va apporter le plus de garanties possible avec des contrats qui sont bien régis par certaines lois. Donc on va vraiment construire que des maisons individuelles ou enfin oui, des maisons individuelles aussi pour la location, résidence principale ou investissement. Même si investissement beaucoup moins depuis qu'on n'a plus la Pinel avec nous. Mais voilà, ça va être beaucoup être de RP aujourd'hui. Ok. Comment ça se passe concrètement quand on veut construire? C'est quoi les étapes quand on veut construire une maison? Côté client, je parle. Ouais, Quelles sont côté les client. étapes quand on veut construire une maison? Comment on s'y prend? Par quoi on commence? Et si tu peux nous expliquer les étapes sans rentrer dans le détail, on rentrera dans le détail après. Et les amis, pour ceux qui nous écoutent, je vois beaucoup de questions passer. On les note, vos questions, on va les poser au fur et à mesure, mais on garde le fil pour rester vraiment sur toutes les étapes. Mais on va poser vos questions au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à continuer à poser des questions en commentaire. Vous êtes sur une émission hebdo qui s'appelle 90 minutes sans filtre, comme c'est noté au-dessus de la tête de Manon. Et Donc Ouais, les c'est ça. surtout, étapes. pour débloquer le cadeau, il faut qu'on arrive à 70 000 j'aime qui sont au-dessus de la tête de Manon là-haut, au-dessus au nom d'Immobilier, vous pouvez le voir. Faut arriver à 70 000 j'aime pour que Manon offre son cadeau. Et du coup, pour les questions, moi, j'ai jamais fait de live. Je suis un peu novice sur TikTok, donc j'ai difficile de parler en même temps de lire les questions. Donc, je vous laisse un Ne peu lis pas regarder Manon, ça. concentre-toi sur nous. Ne Bon, ça lis pas, marche. on va les poser. On va les poser, Bon, les ça marche. questions, t'inquiète pas. Donc les étapes, quelles sont les étapes d'une Bah, construction? voilà, sans rentrer dans le détail, déjà quand on est client, la première chose à faire, ça va être de connaître sa capacité d'emprunt, de savoir à peu près ce qu'on peut avoir dans le neuf. Voilà, aller voir un courtier, aller voir une banque pour savoir combien on peut emprunter. Hop, pardon. Et ensuite, se rapprocher de professionnels bah, constructeurs de l'immobilier qui vont vraiment accompagner du début jusqu'à la fin dans la recherche foncière. Donc, ça va être de définir le secteur et de trouver un terrain qui va correspondre au client et au budget. Et nous, ben, on va s'occuper de toute la partie administrative. Donc, on va dessiner la maison, on va la visualiser, on va la budgétiser, tout ça en rapport avec le budget du client. Et ensuite, on va vendre la maison et derrière la construire. Mais vraiment, la première chose à faire, c'est vraiment connaître sa capacité d'emprunt et ensuite se diriger vers un professionnel pour savoir quoi faire. Ok, une fois qu'on est allé voir le constructeur, que le projet est choisi, c'est quoi les étapes? Comment ça se passe après? Ben, ça va vraiment être choix du terrain en premier. Donc, on va définir le secteur. On va regarder s'il y a des terrains dans le secteur qui sont dans le budget. On va essayer de trouver le terrain qui soit le plus, sur lequel on va avoir le coup de cœur, en tout cas pour le client, sur lequel il se voit construire sa maison. Et à partir de là, on va commencer à dessiner des maisons qui vont rentrer dans leur budget. Donc, on va savoir si c'est 90 mètres carrés, une chambre, deux chambres, trois chambres. Voilà, vraiment définir les besoins du client. Et donc on va dessiner le projet, on va le budgétiser, vraiment de savoir toutes les prestations qui sont demandées. Et après, si tout est ok, si tout est ouvert et que la banque dit oui, on peut y aller. Tu parlais tout à l'heure de maisons l'une à côté de l'autre. Ça, c'est encore autre chose. Le terrain est déjà acheté, on achète le package. Non, c'est la même chose. Alors après, ça dépend, mais sinon en général, c'est la même chose. Ça va être des lots qu'on dit en primo-accession. Alors aujourd'hui, ça disparaît un peu parce que des vrais primo-accédants comme ça a pu l'être dans les années d'avant, 2 ans, 3 ans, 4 ans, où c'était vraiment des petits budgets avec des petites maisons sur des petits terrains, ça disparaît parce que bah aujourd'hui des primo-accédants, il y en a plus beaucoup. On va être sur des taux bah, qui sont hauts, donc des budgets qui vont être hauts.
Mais c'est la même chose. C'est la même chose. On va venir choisir. Bah, par contre, on va venir choisir le terrain qu'on veut dans la bande des terrains. Et généralement, par contre, les maisons, elles sont déjà dessinées. On va être sur des maisons type 3 pièces, grande pièce de vie, garage ou pas. Et puis après, on va adapter à l'intérieur de la maison. Mais souvent, l'extérieur de la maison, on peut pas le toucher. On peut pas le modeler. Ok. Et donc c'est moins cher en fin de compte quand ces maisons elles sont déjà préfaites. Mais on peut Ouais, aussi du généralement, coup c'est moins cher. passer par une société de construction comme la tienne là et décider de la maison qu'on veut, l'extérieur aussi, ou c'est uniquement des trucs préfaits. Quand c'est du primo-accédant, la plupart du temps, c'est déjà prédéfini, c'est déjà dessiné, c'est déjà budgétisé. Donc, c'est pour ça que ça coûte un peu moins cher. Après, il y a certains dossiers sur le primo-accédant où on va pouvoir tout modifier. Mais le vrai primo-accédant qui va essayer d'avoir un budget le plus bas possible, ça sera déjà prédéfini. Ok, dites-nous en commentaire pour ceux qui sont là. Bonsoir à tous. Est-ce que vous avez déjà vous construit une maison ou pas? Ça m'intéresserait de savoir s'il y a des gens qui ont déjà fait construire leur maison et si c'est via un constructeur ou pas. Dites-le nous en commentaire en attendant qu'on continue. Puis après on va réagir à ça. Dites-nous en commentaire. Euh, ok, donc on a choisi le terrain, la maison type. Après, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc du coup, on va choisir c'est ce que je te disais en fait. On va choisir le terrain, on va dessiner vraiment la maison, on va la budgétiser et si c'est tout ok, on va vendre le projet global, on va signer le terrain, on va déposer un permis de construire. Donc, on va avoir toute la partie qui va être administrative, le dépôt du permis de construire, la réponse des pièces complémentaires. Une fois que le permis est accepté, on va aller déposer un panneau de permis sur le terrain pour en gros dire au voisinage attention, ici il va y avoir une maison, être sûr que personne ne vient de poser de recours ou quoi que ce soit. Et une fois que tout est bon, qu'on a eu nos offres de prêt, que le permis est accepté, on va pouvoir acheter le terrain et commencer la construction, lancer la construction. Ok, il y a beaucoup de gens qui ont déjà, c'est impressionnant, construit, je savais pas. Il y a beaucoup, on a Casper qui a déjà construit, Détends-toi qui a déjà construit. Alors il y a quelqu'un qui a construit via un artisan, on en parlera tout à l'heure. Oui, moi construit moi-même, gros œuvre et placo, non jamais. On a une personne qui a pas construit, mais la plupart ont construit. On a Fred aussi qui a déjà construit. On a beaucoup de monde qui a déjà construit, donc on a des spécialistes déjà dans le live. Il y a même une personne qui a construit 9 maisons a priori dans le live. Ok, donc on a bien compris les étapes. Après, donc, alors tu en as parlé avant de la capacité d'emprunt. Euh, Après, il faut obtenir un financement. Alors moi, la première question que j'ai autour de ça, et elle a déjà été posée, quand on achète du neuf, et c'est pour ça que moi, ça sonnait faux quand tu m'as dit j'ai fait une plus-value dans le neuf, c'est quand même la plupart du temps plus cher quand on fait construire qu'en fin de compte si on achète une maison déjà prédéfinie dans l'ancien. Alors, je pense que c'est des idées reçues, ou c'est peut-être le cas dans ta région, j'en sais rien, parce que je suis pas experte dans la France entière. En tout cas, moi, je te dirais que c'est pas forcément plus cher du tout, parce que quand on compare un peu l'ancien et le neuf, quand on regarde, par exemple, les frais de notaire sur le neuf, alors c'est 8 et demi et quelques, c'est pareil que sur l'ancien, mais par contre, c'est que sur le prix du terrain. Donc, on va avoir des frais de notaire qui vont quasiment être de moitié. Donc déjà ça c'est hyper intéressant et non c'est pas quand tu compares au contraire c'est pas du tout plus cher, c'est juste plus long, ça c'est sûr, c'est plus long, c'est plus de contraintes, c'est plus de stress, mais je dirais pas que c'est plus cher. Donc après c'est sûr qu'il faut pas se faire arnaquer hein, mais non c'est pas forcément plus cher, au contraire. Souvent dans l'ancien en plus t'as beaucoup de choses à refaire, t'as des travaux à faire, donc après quand tu mêles le tout, quand tu compares c'est hyper intéressant la construction. Donc je pense que c'est plus des idées reçues. Ok, d'accord. Il y Et avait une question intéressante, pardon, je suis désolé, Yo, je te coupe. Euh, on demandait pour les dispositifs de l'État, est-ce que vous donnez les infos aux clients pour le financement? Alors moi, je ne maîtrise pas du tout là. Je relis la question. C'est une professionnelle, c'est une banquière hein, qui a posé cette question. C'est Memi. Elle travaille en banque et elle posait la question si savoir pour tout ce qui est dispositif de l'État, si vous donnez les informations aux clients pour tout ce qui est financement. Alors les dispositifs de l'État, c'est-à-dire, il faudrait savoir de quoi elle parle exactement. Nous, on donne les infos qu'on a en notre possession. On n'est pas banquier, on n'est pas courtier, donc on va souvent diriger vers un courtier ou vers des banquiers avec qui on travaille. Après, on leur explique que effectivement, alors plus maintenant puisque ça s'arrête à la fin de l'année, mais jusqu'à présent, on avait quand même le prêt à taux zéro, qui est quand même hyper intéressant selon les secteurs. Ça peut aller jusqu'à 90 ou presque 100 000 euros de prêt à taux zéro. On leur explique qu'ils vont avoir des actions logement, par exemple. Donc, c'est des petits prêts qui sont souvent à taux zéro. Il y a plein d'aides qu'on leur donne. Donc, oui, après, je sais pas si c'est de ça qu'elle parle ou pas. Oui, elle parlait À des aides. vérifier avec elle. Elle parlait des aides, effectivement.
Bah voilà, après l'État il est un peu les aides elles sont un peu en train de disparaître dans la construction. Donc on n'a plus la Pinel pour les investisseurs. Donc ça déjà ça fait mal. On a le PTZ qui se termine à la fin de l'année, qui a été reconduit dans les logements neufs mais pas dans la maison individuelle. Voilà, Donc ça c'est ce que j'allais dire. ouais, ça va être c'est un coup dur hein. On attendait depuis des mois la réponse de savoir si ça allait être prolongé et là bah c'était quoi la semaine dernière ou il y a 10 jours ils ont annoncé que ça avait été prolongé dans le neuf mais pas dans la maison individuelle. Donc encore un coup de massue quand même pour nous. Honnêtement 80% de nos clients ont le prêt à taux zéro aujourd'hui donc c'est un prêt à taux zéro, la capacité d'emprunt elle va diminuer énormément donc ça va être très compliqué. Donc il y a beaucoup de choses que l'État met en place pour contrer un peu la construction. Alors, on le voit, hein, de toute façon la construction c'est compliqué. On a la loi ZAN, je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est zéro artificialisation nette. Donc en gros c'est fin des constructions dans X années. Alors ça va mettre du temps, mais en tout cas on va avoir de moins en moins de possibilités de construire, ça c'est sûr. Ok, donc ça va devenir rare de construire, donc il faut construire le plus vite possible. C'est ça le message. Ouais, c'est un peu ça. Honnêtement, en fait, c'est que on est dans une conjoncture compliquée où les taux sont hauts, c'est sûr. Après, ils ont déjà été hauts comme ça il y a des années en arrière. Hein. Quand on est allé sur des taux à 1%, voire même des gens qui étaient sous les 1%, c'était quand même la première fois qu'il y avait des taux aussi bas. Et pourtant, il y avait plein de gens qui construisaient leur maison avec des taux des fois à 6, 7 ou 8%. Alors ok, c'était pas les mêmes tarifs, mais en tout cas, c'était le cas. Et les gens construisaient quand même. Mais donc même avec les taux qui se passent aujourd'hui, oui, moi je dis il faut que vous construisiez maintenant parce que finalement la maison individuelle ça va être une denrée rare. Plus le temps va passer, plus ça va être rare. Et finalement les personnes qui auront construit vont se retrouver probablement avec des maisons qui vaudront plus cher que ce qu'elles sont aujourd'hui. Ok, il y a quelque chose aussi qui est beaucoup dit. On parle des croyances, on va rester 2 secondes sur les croyances. Alors la première des choses, c'est souvent quand il y a des projets neufs, et c'est vrai que je parle plus d'appartements et les Pinel, hein, c'est des endroits moins sympas. C'est pas des endroits premium en fin de compte qui sont pris parce que justement les terrains, il y a plus de terrain dans les endroits premium et la plupart du temps les constructeurs vont dans des endroits beaucoup moins premium avec des emplacements moins sympas. C'est vrai ça ou pas? Pas du tout. Non, pas du tout. Alors après, c'est peut-être le cas dans des grandes villes ou quand vraiment on va se concentrer sur la ville en elle-même. Si je prends par exemple Montpellier, moi, en 3 ans et demi, j'ai pas fait une seule maison à Montpellier même, jamais. On va être plutôt sur la périphérie autour, première couronne, deuxième couronne, voire même s'éloigner un peu plus. Mais dire que c'est des endroits qui sont moins sympas, non, pas du tout. Honnêtement, ça va vraiment dépendre du secteur préférentiel du client et on va trouver des terrains qui sont très très beaux, qui ont des super vues et pas dans des endroits qui craignent ou non, non, ça, honnêtement, c'est vraiment une croyance. En tout cas, pas dans notre secteur, pas chez nous. Ok, alors concrètement, comment le client qui vient chez vous après obtient son financement? Comment ça se passe? C'est à quelle étape qu'on obtient le financement et à quel moment on fait la demande? Alors, dans un premier temps, de toute façon, ce qu'on demande, c'est à chaque fois qu'on a un rendez-vous, il faut que le client ait vu en amont ou juste après notre rendez-vous un courtier ou une banque pour connaître déjà la base de sa capacité d'emprunt. Sans ça, on peut absolument rien faire. Donc déjà, il aura vu au préalable un courtier ou une banque. Ça, c'est la première étape. Le courtier ou la banque nous dit, bah voilà, il a une capacité d'emprunt de 300 000 euros. Tu peux te baser sur ça pour faire ton projet. Donc nous, on va, en fonction de son secteur et de ce qu'il veut, on va chercher un terrain. On sait à peu près le prix au mètre carré d'une maison. D'accord? Donc on sait que une maison Justement, d'aujourd'hui, c'est combien? C'est combien le kilomètre carré nous, d'une on va maison? être entre, alors c'est une fourchette qui est assez large parce que ça dépend des prestations, si c'est un plein pied, si c'est un étage, il y a plein de points qui diffèrent. On va être entre 1650 et 1800 euros du mètre carré, à peu près. Voilà, la plus grosse moyenne, ça va être 1700, c'est assez correct. Donc en fonction de ce que voudra le client pour sa maison, admettons, on sait que sa maison, elle va coûter à Alors, peu je près m'excuse, 150 je 000. m'excuse, je m'excuse, pardon, parce que ça m'interpelle beaucoup. Donc, on est entre 1650 et 1800 du mètre carré. Le terrain représente combien là-dedans? Enfin, il n'est pas dedans, mais du coup, le terrain au préalable, dans le budget global, il représente combien? Ça dépend du secteur. Honnêtement, en fait, ça va vraiment dépendre du secteur. On va avoir des terrains qui vont être très 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 chers. Plus on va se rapprocher des grandes villes, donc plus on va se rapprocher de Montpellier par exemple, plus les terrains vont être très chers. Plus on va s'en éloigner, plus on va trouver des choses qui sont moins chères. Donc, je peux pas, le terrain aujourd'hui généralement, il est quand même plus cher que le prix de la construction, ce qui n'était pas le cas avant.
Aujourd'hui, les terrains, ils vont plutôt être entre 150 et 250 000. Et la maison, bah, on va essayer, vu qu'après, il ne nous reste plus grand-chose pour la maison, on va être obligé de réduire au maximum ce qu'on va y mettre dedans, les prestations. On va enlever des fois du carrelage, des sanitaires, des choses comme ça pour réduire au maximum les coûts. Donc le terrain prend quand même une place un petit peu plus importante souvent que la maison. Souvent, les maisons qu'on fait construire, et c'est le cas aussi pour les immeubles, tu parles de réduire certaines choses, euh, vieillissent moins bien dans le temps qu'une maison qui a été bâtie à l'époque, qu'on a acheté dans l'ancien, ça à prendre en compte aussi. Euh, c'est le cas, ça aussi, ou encore une fois, c'est une idée reçue? Alors, je suis pas assez experte et j'ai pas assez de recul pour te dire est-ce que les maisons qui étaient construites à l'époque tiennent mieux dans le temps. Non, je pense que c'est encore une idée reçue parce que on a quand même plein de normes à suivre. On a un DTU qu'on doit suivre dans la construction, qui est un DTU qui existe depuis des années. C'est quoi un DTU, pour ceux qui nous C'est écoutent? c'est les normes de construction. Les normes Ok, de construction, donc c'est ce qu'on est obligé de faire pour respecter la construction. On a des normes au niveau des études thermiques, donc ce qu'on doit mettre comme isolation, ce qu'on doit mettre comme type de fenêtre. En fait, on a tout qui nous est guidé. On peut pas faire ce qu'on veut. Et non, je pense que c'est une idée reçue de dire que les maisons aujourd'hui, elles sont faites un peu à moitié ou quand je dis réduire des prestations, je dis pas les faire de moins bonne qualité. Je dis enlever des prestations. Par exemple. On va des fois enlever le carrelage et le laisser faire au client parce que ça il fera des petites économies ou enlever un meuble vasque et lui le poser lui-même. C'est en ça que je dis on va réduire les prestations. En fait, on va un peu dépouiller la maison, enlever des postes pour qu'ils le fassent eux-mêmes et que ça leur coûte moins cher. ok, très bien. Est-ce que on nous pose la question en commentaire, est-ce qu'il y a un ou deux contrats? Donc, est-ce on signe deux contrats chez le notaire, c'est-à-dire est-ce qu'on achète un terrain et une maison ou on signe tout en même temps? Alors, on achète un terrain et une maison. Donc, on va D'accord. signer un compromis avec un propriétaire qui vendrait un bout de son jardin ou avec un promoteur qui est dans un lotissement et on signe le contrat de la maison. Par contre, les deux vont ensemble pour le budget. Pour le budget auprès de la banque. Ouais, pour le prêt, les deux vont ensemble. Donc la banque a besoin d'un tout. Nous, généralement, ce qu'on fait comme projet, ça va être le tout. On va présenter au client le prix du terrain, le prix des frais notaires, le prix de la maison. On va lui faire une proposition de prix détaillée avec le prix global pour le prêt. Mais ça va vraiment être deux choses différentes. Ok, tu parlais de DTU. Qu'est-ce qu'il faut faire quand le constructeur ne respecte pas le DTU? On nous pose la question en commentaire. Ouais. Alors, ouais, ça veut dire qu'il y a forcément des problèmes dans la construction. Donc, généralement, s'il y a des problèmes, vous pouvez faire appel à des experts. Il y a un expert qui peut se déplacer sur le chantier, constater ce qui va ou ce qui va pas, et du coup mandater quelqu'un pour dire bah, ce que le constructeur est obligé de réparer s'il y a eu préjudice. Alors c'est dans le monde idéal, dans la vraie vie. Une fois que ça arrive, on est quand même bloqué et ça prend beaucoup de temps. J'imagine qu'il y a des procédures derrière. C'est bloqué en fait si on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est pas Alors, respecté ou comment ça se passe exactement, combien de temps ça prend? c'est bloqué, oui et non. Des fois, on a l'impression, enfin, on voit hein, des émissions type enquête exclusive, ma maison, j'arrive pas à la construire, ça fait 3 ans que je suis en procès. Ça, c'est plutôt des constructions qui sont faites en autoconstruction ou quand on passe directement avec des maçons, des plaquistes, mais ils ont fermé leur société, je sais pas comment faire. Nous, on a quand même beaucoup d'assurances qui sont pour l'acquéreur. Donc effectivement, si on se rend compte d'un problème et qu'on fait passer un expert, ça peut aller très vite. Hein. L'expert, en quelques jours, il se déplace, en quelques jours, il rend son rapport et on est obligé de faire ce qu'il nous demande. Après, quand il y a vraiment des gros soucis, oui, ça peut être un peu plus long parce qu'il y a des assurances derrière. Mais après, on ne parle pas on compte pas en années. Hein. On est sur Ok, plutôt d'accord. des semaines, voire des mois s'il y a vraiment un gros problème. Voilà, s'il y a vraiment un gros problème, on est sur des mois, mais on ne parle pas en années. Ok, ça c'est bien parce que ça fait une belle transition pour la question d'après justement. Comment on peut savoir si le constructeur est fiable ou pas? Et du coup, parce qu'on nous parlait tout à l'heure en commentaire, ça me permet de rebondir. On nous parlait il faut passer par un artisan pour que ça coûte moins cher, etc. Tu viens d'en parler indirectement. Donc il y a vraiment distinctions à faire entre l'artisan et la société de construction, c'est ça? Oui, complètement. Il y a vraiment deux façons de travailler différentes. Vous avez le constructeur CCMiste qui va être plus cher, c'est sûr. Au démarrage, ça va être plus cher. Par contre, vous avez toutes les assurances à l'intérieur. Vous avez des assurances type prix et délai convenu. Une fois que vous avez signé un prix et un délai,
on peut pas changer on peut pas en fait vous rajouter du prix le temps de la construction, même si demain il y a une nouvelle guerre et qu'il y a encore une augmentation des matériaux. Une fois qu'on a commencé la construction, on peut pas vous augmenter ce tarif-là. Alors que si demain vous passez par un maçon, un plaquiste ou autre, bah, vous allez subir cette augmentation obligatoirement. Déjà, ça c'est une première chose qui est importante. Le pareil pour le délai. On a des délais qui sont notés sur les contrats. Donc ça va être 12, 14, 16 ou 18 mois. En fait, c'est selon le prix de la maison, bah forcément ça durera plus de temps. À chaque jour dépassé, on doit des indemnités. Si demain vous construisez avec un maçon, qu'il a décidé d'aller sur un autre chantier pendant 6 mois, vous pouvez rien faire. Voilà, vous avez plein de petites assurances comme ça qui vous protègent. Si demain même le constructeur, parce que je vois des questions, les constructeurs font faillite, etc. Oui, il y a pas mal de constructeurs qui font faillite en ce moment, qui sont en liquidation judiciaire, parce que c'est compliqué. Si demain on ferme, je prends notre exemple, demain on ferme, on est en liquidation, vous avez forcément un autre constructeur qui va reprendre votre chantier au prix qui a été signé au début. Ça fait partie aussi des assurances dans les contrats CCMI. Mais justement, la différence, elle est de combien concrètement? Est-ce que tu as des chiffres à nous donner? Le mètre carré avec un artisan, est-ce que t'as à peu près, pour les données que tu nous as dit 1650 à 1800 du mètre carré. Avec un artisan, ça tourne à combien du coup? Construction. Alors, je vais parler chez nous, hein, dans la région, Ouais, parce bien que sûr. je sais que ça peut différer selon certaines régions. Quand on fait du direct, on va plus être entre 1000, enfin, ça va être large parce que ça va dépendre des artisans aussi, hein, parce que entre 1003, 1002 et 1005, ouais, je sais que c'est assez large, mais on a quand même une différence de prix, ça c'est sûr. On va pas se le cacher, la différence elle est quand même elle y est. Par contre après on a le stress, on a tout ça qui est beaucoup plus compliqué. Ok. Donc aujourd'hui, pour répondre à la question, comment savoir si le constructeur est fiable? En fait, il n'y a pas de constructeurs qui sont pas fiables, c'est ça? Parce que de toute façon, il y a des assurances. Ou Ouais. alors, il y a vraiment une différence aussi entre les constructeurs. Non, après, encore une fois, je parle des constructeurs qui sont ici. Il y a des constructeurs qui sont nationaux. Vous avez des gros groupes qui sont très connus et qui travaillent très bien. Vous avez des plus petits constructeurs qui sont pas forcément connus. Après, il faut se renseigner sur Internet. Internet est un peu notre ami. Alors, notre ami et notre ennemi parce que souvent on dit ce qui va pas sur Internet plutôt que ce qui va. On se plaint beaucoup sur les avis. On dit pas toujours quand ça va, mais ça nous aide quand même. Le bouche à oreille. Le bouche à oreille, vous entendez, on connaît, à partir du moment où on se renseigne parce qu'on veut construire sa maison, on entend toujours un tel qui a fait construire avec, j'ai fait construire, là ça s'est bien passé, là ça s'est pas bien passé. Pour moi, c'est indéniable, ça fonctionne très bien. Et après, vous regardez sur Internet s'il y a eu des sinistres, faire très attention si le constructeur n'est pas justement en liquidation judiciaire ou autre. On a eu des cas où on a récupéré beaucoup de dossiers de constructeurs qui étaient déjà en train d'être en liquidation judiciaire et qui pourtant signaient des contrats. Donc, c'est vrai que ça, c'est un peu compliqué. Et du coup, comment ça se passe si jamais là demain je signe un contrat avec un constructeur qui est en liquidation, je perds tout, ça se passe comment? Non, si la maison a pas démarré, on peut nous récupérer le dossier. Donc tu viens avec ton dossier, tu me dis bah voilà, là ça nous est arrivé, hein, un gros constructeur de la région qui a fermé, donc on a récupéré pas mal de dossiers. On dit voilà, j'ai tout, j'ai les plans, j'ai le permis qui est accepté, on est prêt à démarrer. Donc nous on récupère le dossier, on rechiffre la maison. Forcément là, vu qu'elle a pas démarré, on va rechiffrer la maison. On va essayer de se rapprocher au mieux du prix qui a été donné. Souvent s'il est en liquidation, c'est que le prix il est quand même assez bas. Mais on va récupérer le dossier et on va pouvoir construire. Ça, il y a pas de souci, il y a il y a rien qui est perdu. Donc, sans surcoût pour le client. Alors, sans surcoût, oui et non, parce que là, j'ai un cas concret d'un client que j'ai récupéré qui avait signé un prix qui était quand même très très bas au niveau du prix au mètre carré. J'ai pas réussi à lui faire la maison au même prix, mais par contre, on a essayé de trouver des solutions annexes pour s'y rapprocher le plus. Donc, eux, ils ont fait un petit crédit annexe de 6 ou 7 000 euros pour pouvoir compléter et commencer la maison. Ok, d'accord. Alors, on a pas mal de personnes qui réagissent là, à la notion d'artisan, pas artisan, constructeur. Dites-nous en commentaire si, pour tous ceux qui ont construit leur maison là tout à l'heure, qui avaient dit que vous avez construit votre maison, vous êtes passé par un constructeur ou par un artisan. Et là, après qu'on ait discuté, avec les différences de prix, vous prendriez le risque du coup de passer par un artisan à 1200, 1500 du mètre carré, ou alors plutôt un constructeur avec toutes les assurances à 1650, 1800 euros. Il y a une Dites-nous en chose qui commentaire. est importante. Ouais, excuse-moi, il y a une chose qui est importante aussi, c'est qu'aujourd'hui, les banques
elles demandent quasiment à 99% du temps un contrat CCMI. Elles ont très très peur de tout ce qui s'est passé, des augmentations des matériaux, ça a été une catastrophe. Tous les artisans qui ferment, c'est une catastrophe. Donc aujourd'hui, nous, on a beaucoup de clients qui viennent nous voir et qui nous disent, ma banque m'a demandé, vous êtes bien CCMI, c'est parce que ma banque m'a demandé un contrat CCMI. Je sais pas si on a des banquiers dans le live qui pourraient nous confirmer ça, mais en tout cas ici, c'est vraiment le cas. On en a deux On au a deux minimum. banquières. On a deux Après, banquières, ouais. Ça va dépendre un peu le profil du client. Artisan, et il y a une banquière qui a dit oui, je confirme, oui, c'est vrai. Voilà. Donc en fait, on a presque plus le choix aujourd'hui dans les conditions actuelles du marché de passer par du CCMI, c'est ça? CCMI, ouais, constructeur de maisons individuelles, contrat de construction de maisons individuelles. Ok, super. Alors, est-ce qu'on peut maintenant s'intéresser, alors il y a eu quelques questions dès le début là-dessus, au calendrier. Et juste avant, vous êtes sur 90 minutes sans filtre. Pensez à partager le live, les amis. On est très peu ce soir, mais c'est pas grave, très peu de qualité. Pensez à partager le live. Juste en bas, il y a une petite flèche pour partager. C'est 70 000 likes ce soir pour débloquer le cadeau, les amis. Donc, ça se passe sur mon visage ici tapoté. Posez vos questions, on les écrit, on les note et on va les poser. On a plein de questions qui sont prévues, on va les poser. Et si elles n'ont pas été dans nos questions, on les posera de toute façon à la fin. Donc, restez bien là. Et la prochaine question, c'est de savoir concrètement, c'est quoi le calendrier du coup d'une construction? Est-ce qu'il y a des fonds qui se débloquent au fur et à mesure? Comment ça se passe là, une fois que la construction commence? Et combien de temps ça prend jusqu'au bout? Et quel est un peu le calendrier? Alors, il y a deux choses importantes. Il va y avoir le calendrier administratif dans un premier temps et le calendrier de la construction. Le calendrier administratif, ça va être le temps de trouver le terrain, de signer un compromis, de dessiner une maison, faire un permis de construire, le déposer et qu'il soit accepté. Tout ça, ça va être le côté administratif. On dit généralement qu'on en a pour 4-5 mois à peu près d'administratif. Une fois que ces 5 mois sont passés, on va pouvoir débuter la construction. Aujourd'hui, une construction, ça va durer entre 8 et 12 mois, selon comment est la maison. Plus la maison est petite, plus ça va vite. Mais voilà, généralement, c'est ça comme délai. Et au niveau des déblocages, pour la construction, vous ne débloquez rien de toute façon tant que ça n'a pas commencé. Vous allez probablement donner un petit acompte, un chèque d'acompte à la construction qui est encaissable ou non, ça dépend des constructeurs. Mais vraiment, le premier déblocage que vous allez faire. Combien d'acomptes? Honnêtement, ça dépend. Nous, par exemple, on prend 1 500 € d'acompte. À 1 500 €? Ouais, c'est Oui. 1 500 € d'acompte pour le contrat de construction. Et après, vous avez les acomptes quand vous passez chez le notaire. Un compromis classique, hein, comme quand vous achetez une maison ou un appartement. Vous allez donner un petit acompte. Alors, ça va être entre 2 000 et 5 000 € à peu près pour le terrain. Ok. Voilà. D'accord. Donc là, j'ai eu l'administratif 5 mois, la construction 8 mois. Il y a encore d'autres étapes ou à la fin de la construction, de suite, on peut, enfin, ça m'appartient, je peux y habiter? Ouais, directement à la fin de la construction, on fait le jour de la livraison, on vous remet les clés. Une fois que DF est venu raccorder la maison, on peut y habiter tout de suite. Donc, en gros, je décide aujourd'hui de construire. J'ai une étape avant l'administratif, j'imagine 1 mois de recherche, etc. Ouais. En gros, en 14 mois, j'ai ma maison. Ouais, généralement, on dit qu'on est entre 12 et 15 mois, donc c'est très correct. Ok. Et les fonds qui sont avancés par qui? Par vous, du coup, c'est ce qu'une banquière demande dans le live là. Non. Pour le terrain, la compte qui va être donnée, par exemple, entre 2 et 5 000 €, c'est toujours c'est vous, hein, c'est le client qui va les donner. Donc, généralement, ça va être sur l'apport, puisque aujourd'hui, de toute façon, aucune banque ne fait de prêt sans avoir un minimum d'apport, qui d'ailleurs va être est beaucoup plus élevé aujourd'hui que ce que c'était il y a quelques années. On est à combien de pourcents d'apport là sur des constructions neuves? Alors honnêtement, ça va dépendre des banques, mais les banques aiment qu'il y ait au moins de quoi payer les frais de notaire et qu'il y ait aussi une épargne à la fin de la construction de secours. Donc généralement, quand même, on est aujourd'hui sur des clients qui ont quand même des gros apports la plupart du temps. Enfin, gros apports. Entre 40 et minimum 40-50 000 € généralement. Ok, d'accord. Très bien. Alors on en a parlé déjà de ça. Peut-être qu'il y en a d'autres dont on n'a pas parlé. Comment sont gérés les problèmes, les imprévus pendant la construction? Alors on en a parlé si ça respecte pas le règlement, etc. Donc dans les cas les plus compliqués, mais pour les choses un peu plus classiques. Alors on nous dit 20 à 30%.
d'apport. C'est ça? Bon, vraiment, ça va dépendre des banques, mais oui, c'est à peu près ça. Ouais, généralement, c'est à peu près ça. Ah oui. Donc ça, Après, c'est une contrainte. C'est on une a contrainte en plus par rapport à l'ancien. Ouais, alors après, je sais pas exactement dans l'ancien aujourd'hui comment ça fonctionne, je suis pas du tout experte sur ça. Mais on a des projets où les clients ont à peine 10% de l'apport parce que 20 à 30% c'est quand même beaucoup, hein, parce qu'aujourd'hui sur un projet neuf, nous dans notre région c'est minimum 350, 400 000 pour un projet de démarrage. Bon, ça fait quand même beaucoup. Donc sur un projet à Ben, 400 ça 000, fait 100 000, plus de 100 000 euros, ouais. s'ils ont 20, 30 000 euros ou 40 000 euros, ça sera suffisant. Ça va pas être que l'apport qui va être décisif, ça va vraiment être le client, son épargne, sa façon de gérer ses finances, enfin, comme dans un achat classique en même temps. C'est Ok. la même chose. Donc, Ouais, ouais, dans l'ancien, c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Ça va dépendre de la typologie de client. Mais par exemple, dans l'ancien, alors il y a les foudres qui vont me tomber dessus, mais aujourd'hui, des primo-accédants de moins de 30 ans peuvent encore acheter sans apport. Ça existe encore dans l'ancien. Ce qui me paraît impossible dans le neuf. voilà, impossible. Voilà. C'est clairement, honnêtement, c'est impossible. C'était le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est impossible puisque dans tous les cas, les banques demandent d'avoir une épargne de réserve à la fin de la construction. Gérer les imprévus. Il y a toujours des petites choses qui se rajoutent. Faut faire attention, c'est vrai, faut y faire attention, faut être bien accompagné. Il y a des taxes quand même quand on fait construire. Il y a beaucoup de taxes. Donc on a toujours quelque chose à payer une fois qu'on est dans la maison. Ok. Euh, Très bien, c'est clair. Et du coup, pour les petits imprévus, là, les petits problèmes, comment ça se passe? Alors, tout le long de la construction, il y a un conducteur de travaux qui va gérer le chantier en fait, du démarrage jusqu'à la livraison. C'est lui qui s'occupe du chantier, c'est lui qui définit à quel moment interviennent les artisans et c'est lui qui règle les soucis. On est dans une construction, c'est fait par l'homme. L'homme n'est pas parfait, on le sait. Donc, il peut y avoir des soucis, il peut y avoir des problèmes. Généralement, c'est vu par le conducteur de travaux et c'est rattrapé sur le moment. On a parfois des clients qui passent très souvent voir leur construction. On voit sa maison pousser, donc on a envie de passer devant. Ils voient des fois, je sais pas moi, une fenêtre qui est mal positionnée ou une plainte qui est mal faite, donc ils vont nous en parler à moi, puisque je suis la première interlocutrice, et au conducteur de travaux. Et c'est le conducteur de travaux derrière qui va gérer et qui va demander aux artisans de revenir faire ce qui est pas correct. Alors, c'est assez intéressant dans les commentaires. Je voudrais juste réagir à ce qui est dit parce on en voit beaucoup depuis avant. Il y a beaucoup parce que moi j'ai fait comme ça, c'est comme ça. Faites attention à ces raccourcis, les amis. C'est vraiment des raccourcis. Et je parle par exemple de Seb qui nous dit, qui a répondu à ce que moi j'ai dit, et c'est pas grave. Sans apport, c'est mort, tu rêves, n'importe quoi. Moi, je suis dans la banque. En fait, si tu veux, c'est pas parce que toi tu es dans une banque et que toi tu fais pas de sans apport que c'est pas le cas partout. J'ai signé là cette semaine un crédit sans apport et j'en ai signé un début d'année. Donc le sans-apport est encore possible. Et tu vois, j'ai plus de 30 ans et en plus je suis même pas dans ce que j'ai raconté tout à l'heure. Ça dépend de la typologie de client. C'est ce qu'il C'est faut exactement comprendre. ça. Voilà. C'est comme Et des fois j'entends les apprentis, ceux qui sont en apprentissage ne peuvent pas emprunter. Et j'en ai une à la c'est maison, elle est apprentie, elle vient d'emprunter. Tu vois, c'est plein d'a priori et les gens se rendent pas compte qu'il y a des exceptions, mais bon. c'est très important ça quand même de dire une généralité. Arrêtez, please. Voilà, c'est ça, une généralité. Exactement. Mais on parle de la généralité, mais il existe quand même les cas particuliers. C'est pour ça que je les ai quand même mentionnés. Les moins de 30 ans, dans certaines banques aujourd'hui, primo-accédants peuvent emprunter sans apport. Alors pas pour du neuf pour le coup. On va rester sur notre sujet, mais c'est quand même important de souligner ce truc-là qui est pas possible dans le neuf, même s'il y a plein d'autres trucs qui sont plutôt positifs. Alors les garanties, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a d'autres garanties dont on n'a pas parlé. On a compris un peu toutes les assurances. Enfin, on a compris plus ou moins. Tu peux rentrer un peu plus dans le détail de vraiment toute la liste des garanties qui existent quand on passe par un constructeur CCMI. Je le dis bien, c'est ça, c'est CCMI. Hein. C'est ça. Ouais. C'est quoi Juste CCMI? avant que tu précises, Manon, les amis, on est à 23 000, donc j'allais dire qu'à 23 000, mais c'est vrai que c'est déjà beau 23 000. Euh, il faut qu'on arrive on est à la moitié là, pile poil, on a 45 minutes. Il faut qu'on arrive à 70 000. Donc on n'est pas encore à la moitié des 70, à la moitié du temps. Donc les amis, si vous voulez débloquer, alors c'est vrai qu'on n'a pas vraiment, Manon, ce serait bien que tu expliques un petit peu c'est quoi le Oui, cadeau. Peut-être que ça les c'est quoi? motivera. Alors, vous pouvez aller voir, ça s'appelle Life Size Plan.
C'est une visualisation au réel de votre future maison où j'ai précisé aussi qu'on peut le faire pour de la rénovation. Donc c'est hyper intéressant. En fait, on projette au sol dans un hangar qui fait, alors je sais plus combien de mètres carrés. On peut se balader du coup dans la maison, déplacer ses cloisons, y mettre les meubles, canapé, télé. Il y a un cuisiniste qui est là pour mettre aussi des cuisines. Et c'est vraiment impressionnant parce qu'on se balade dans notre future maison. Donc c'est super bien pour pouvoir modifier les plans si on a besoin, agrandir, rapetissir. Et ils font beaucoup de réno aussi. Quand on veut casser des murs, quand on veut rénover les appartements, c'est vraiment hyper intéressant. Donc voilà, on vous offre une visualisation comme ça. Trop Merci bien, beaucoup. merci beaucoup. Donc c'est life, pardon pour le répéter parce que quelqu'un peut Life, l'écrire en commentaire. Life lifestyle style, plan. life, la vie, style, Ouais, le life style. size, SIZE et plan. Ah, size, Size. size, size, la taille. Size, c'est Ah ça. ouais, la taille. Je suis pas assez bilingue pour savoir ce que ça veut dire. Size. Ça, oui, c'est la taille. Bah Et non, quand donc, même. à 70 000 likes, on vous offre ça pour l'un d'entre vous, comme d'habitude, tiré au sort, parce que maintenant on dit comme d'habitude, parce que c'est vrai que tous nos invités, et je te remercie Manon, offrent à chaque fois un cadeau à la communauté. Donc, n'hésitez pas à tapoter sur mon front à 70 000 likes. Voilà, live, size, Ah voilà, plan. vas-y. Merci, Valoum. Alors, on parlait justement des garanties. Est-ce que tu peux nous lister un peu les garanties offertes par le constructeur CCMI? Ouais. Du coup, comme je disais tout à l'heure, vous avez la garantie de prix et de livraison, donc à délai convenu. Donc un prix qui bouge pas et un délai qui est inscrit. Si on dépasse ce délai, on doit des indemnités à chaque jour dépassé. Donc ça c'est hyper important. Vous avez la garantie, ce qu'on appelle le parfait achèvement. Donc pendant un an, si vous voyez quand vous êtes dans votre maison, on est sur des maisons neuves, ça travaille, ça bouge. Si vous voyez par exemple que vous avez une porte qui se ferme pas bien, si vous avez une plainte qui, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est pas bien mise, de plein de petits détails comme ça, on est obligé en fait de revenir, de faire du SAV et pendant un an vous avez cette garantie là qui nous permet nous de venir refaire tout ce qui ne va pas dans la maison. Donc ça, c'est le parfait achèvement. Vous avez aussi ce qu'on appelle la biennale. C'est une assurance qui, pendant 2 ans, vous assure tout ce qui est ouverture. Donc par exemple, les fenêtres, les volets, les portes de garage, les portes intérieures, les portes d'entrée. Pendant 2 ans, c'est pareil, vous êtes assuré sur ça. Si ça fonctionne plus, si vous avez un problème, vous avez aussi cette assurance-là où on revient. Tout ça, c'est toujours gratuitement, hein, c'est dans le SAV, donc c'est assuré à l'intérieur. Vous avez les assurances décennales de tous les artisans, donc ça c'est obligatoire. Et surtout, vous avez une assurance qui est primordiale quand on construit, c'est la dommage ouvrage. J'ai vu passer quelques questions dessus. La dommage ouvrage, c'est une assurance c'est un peu comme si c'était l'assurance tout risque. Elle va assurer les dommages qui peuvent être créés sur la solidité du bâtiment. Admettons une charpente qui s'effondre, une façade qui s'ouvre, des fuites. Tout ça, ça va être la dommage ouvrage qui va le prendre en compte. Et en fait, elle va rembourser les dommages et c'est elle ensuite qui va s'attaquer aux assurances des artisans. Ça vous permet, en fait, ça évite aux propriétaires, si vous n'avez pas de dommage ouvrage et que vous faites une construction tout seul, c'est vous qui allez devoir dire, je sais pas, appeler le charpentier, j'ai un problème de toiture, mais le charpentier, il va dire, oui, mais c'est pas moi, c'est le façadier quand il est venu, oui, mais c'est pas moi, c'est le poseur de gouttière, oui, mais c'est pas moi, enfin, ça n'en finit plus, c'est une galère sans nom. La dommage ouvrage, elle prend le relais et c'est vraiment elle qui va tout faire. Et cette assurance-là, de toute façon, aujourd'hui, elle est obligatoire. On voit que ça fait réagir, en tout cas, la dommage ouvrage. Dès qu'on a dit dommage ouvrage, plein de questions. Ouais, Comment ça faire, fait réagir. Il y a deux grandes questions qui reviennent. Si on peut réaborder rapidement le sujet. Mon constructeur a fait faillite, comment ça se passe? Et l'autre question, c'est mon constructeur ne veut pas revenir le SAV, comment ça se passe? J'imagine que les deux se ressemblent un petit peu comme réponse, ou alors il y a deux réponses séparées. Alors, le SAV, de toute façon, il est obligatoire. Si vous êtes toujours dans le parfait achèvement, c'est obligatoire. Donc, après, s'il veut pas revenir, il faut essayer de contacter justement les assureurs au-dessus. La dommage ouvrage peut vous aider aussi. Vous pouvez faire venir un expert. Il faut envoyer des courriers recommandés. Après, c'est sûr que c'est compliqué si le constructeur veut pas vous faire le SAV, mais c'est obligatoire, hein. Il est dans c'est sa réglementation de revenir.
Ah bah, après, vous pouvez faire de l'occupation chez lui, hein. Généralement, quand on fait, je vais vous donner des petits conseils qui sont pas très bons pour les constructeurs, mais mettez un avis négatif sur le constructeur et puis il reviendra généralement. Le petit avis Google, c'est toujours le pic qui est compliqué pour nous à gérer. Donc, non, n'hésitez pas. Honnêtement, on est obligé de revenir. Moi, je suis toujours en contact avec tous les clients, donc je leur dis toujours, n'hésitez pas à m'appeler si vous n'avez pas de retour, parce que c'est vrai que si du SAV, il y en a, faut pas se le cacher, des choses, il y en a à refaire, des choses qui fonctionnent pas bien, il y en a. Donc, on est obligé de revenir, on a du SAV, donc faut pas hésiter à nous contacter, à contacter les commerciaux avec qui vous avez fait le projet pour qu'ils fassent remonter à la direction. On nous dit que la dommage ouvrage n'intervient que pour un désordre qui oblige le client à quitter sa maison. Alors, attendez, parce que là, ça a bugué. Ah, petit bug Manon nous a Mais c'est pas abandonné. grave, ça nous permet de faire un tout petit point sur justement là où on en est, c'est-à-dire je vous mets en grand, comme ça vous pouvez changer de votre place le temps que Manon revienne. Pour tapoter, c'est ici. Il faut atteindre les 70 000, les amis. On est à 26 000. Il faut attendre les 70 000 pour déclencher le cadeau qui est juste là, qui est une visualisation 3D. Alors, ça fait beaucoup réagir la dommage ouvrage. Je n'ai pas là, moi, personnellement, la réponse. Vous inquiétez pas, on va revenir dessus. J'ai vu des questions qui sortent de la construction neuve. Ce soir, on n'y répondra pas parce qu'on est vraiment sur ce sujet-là, sur la construction neuve. Donc, toutes les questions sur la location nue, meublée, etc. Vous avez ici deux experts qui font des vidéos dessus. Vous avez un expert comptable qui est juste là, qui fait plein de vidéos, qui donne beaucoup de valeur gratuite. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais aussi des vidéos beaucoup moins sur la fiscalité, beaucoup plus sur le terrain, sur l'opérationnel de l'immobilier. Je suis investisseur immobilier, donc n'hésitez pas à aller consulter nos comptes et les vidéos. Dites-nous en attendant dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que on a un peu changé là. Je vois plein de nouveaux. Vous êtes passé par des artisans ou par des constructeurs pour construire votre maison si vous avez fait construire. Donc d'abord vous dites est-ce que j'ai fait construire ou pas, et si oui, artisan ou constructeur, ça m'intéresse beaucoup. Alors on nous parle beaucoup d'assurance juridique, etc. Depuis avant, on voit que ça fait réagir ce sujet-là. Dites-nous dans les commentaires, les amis. Moi, je suis artisan. Et après, il y avait des questions. Alors, au tout début, il y avait des questions liées. Alors, excusez-moi, je reviens un peu sur mon domaine. Moi, il faut toujours que je ramène de la fiscalité. Euh, Manon, Ouais, j'ai un gros bug. J'arrivais pas à revenir. C'est bon, je suis là. il n'y a pas de souci. Et au tout début, donc, on va reprendre la parole à Manon, mais euh, au tout début, on nous a posé la question, on nous a dit, mais il y a toujours de la fiscalité, etc. Parce que Manon nous avait expliqué qu'elle avait revendu sa RP. Euh, alors, il faut savoir que quand vous vendez votre résidence principale, vous n'avez pas d'impôt sur la plus-value. Pour répondre également à Ben, qui me fait réagir, parce que c'est peut-être son objectif, et d'ailleurs ça me fait sourire, euh, c'est à cause de live comme ça que les gens, j'ai même plus le truc, font Pour n'importe n'importe quoi. quoi. Ben, c'est grâce à des gens comme toi qu'on continuera à faire des lives et malheureusement tu n'as pas assez d'abonnés parce que sinon tu aurais fait monter dans un autre live et tu verrais que quand tu es face caméra et que tu dois répondre en direct à toutes les personnes, tu aurais beaucoup plus de mal à parler comme tu l'écris. Mais ça, on commence à en avoir Passons. l'habitude maintenant. Oui, Euh, passons les Ben et et, compagnie. Ben, n'hésite pas, Ben, à scroller. Manon, le bug est passé, c'est bon? Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. Du coup, Bon, tu on me était sur demandais par la. rapport à dommage ouvrage. Oui, alors on nous a dit là, et c'est justement Ben, le fameux Ben, le Ben national. Si vous cherchez un expert pour un futur live, contactez-moi. Il dit n'importe quoi. Voilà, Ben nous dit ça pour le moment, et il Alors, dit que la dommage ouvrage est préfinancé. Alors, et attendez, je vous dis tout, hein. c'est La financé. GPA est une assurance garantie morale et non une assurance. C'est la décennale qui assure. Non, la dommage ouvrage préfinance. Je fais tout le retour. La dommage ouvrage n'assure rien. Voilà ce qui nous est dit. La dommage ouvrage, elle assure tout ce qui va toucher à la solidité du bâtiment. C'est ça, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est ce que je vous disais. Ça va être tout ce qui va être fissure. Si la charpente s'affaisse, si vous avez des infiltrations, tout ce qui touche la solidité du bâtiment. Ok,
Très bien. Bon, Donc, voilà. je Donc, pense que quand il dit alors, quand il dit elle préfinance, je sais pas si c'est ça qu'il veut dire. En tout cas, c'est elle qui va rembourser les dommages au préalable et qui ensuite va se retourner contre les assurances de chaque artisan. Donc oui, elle préfinance, elle pré-rembourse entre guillemets et ensuite elle récupère. Mais c'est elle qui va gérer ce côté-là. Tout ce qui est structurel, voilà. c'est ça, c'est tout ce qui touche à la solidité du bâtiment. Tout ce qui est structurel, ça va ensemble, c'est un peu un synonyme. Voilà, merci beaucoup pour la réponse. Et maintenant, on va laisser Ben de côté pour pouvoir continuer quand même cet épisode de 90 minutes sans filtre. Ben, avec grand plaisir pour venir en live. Je te le dis, t'es invité. Et en plus, on te fera l'honneur de te recevoir à deux. Alors, ce sera pas 90 minutes sans filtre. Je m'excuse parce qu'on ne te connaît pas. On invite ici que des experts qu'on connaît. Mais on pourra partager un live avec toi pour montrer justement toute ton expertise aux yeux de tous, Ben, puisque tu es un expert comme tu cesses de le répéter. Alors, on était justement dans les garanties, on a fini pour les garanties. Le paiement, on en a parlé. On n'a pas de, on a tout évoqué sur le paiement, on est d'accord. Donc le paiement, on a un acompte de 1 500 €, puis un acompte pour le terrain. Donc Ouais. on ne verse rien pendant la construction. Si, on n'a pas évoqué le pendant la construction. Une fois Ok. qu'on a tout qui est OK, qui est ouvert et on est prêt à construire, on achète le terrain. Donc là, on va débloquer les sous pour acheter le terrain. Et ensuite, on va faire des déblocages de fonds pour la construction. Donc ça marche par palier. Donc vous avez généralement, alors après je parle de notre contrat de construction à nous, je ne sais pas si c'est partout le même en France, je précise. On va être sur environ, vous allez avoir les 25 premiers pourcents aux fondations, ensuite un certain pourcentage à l'élévation des murs, ensuite à la mise hors d'eau, ensuite à la mise hors d'air et aux équipements, et ensuite vous avez toujours les 5 derniers pourcents. Alors j'ai dit 20, 25, je sais plus exactement les pourcentages, c'est écrit sur le contrat, et les 5 derniers pourcents à la livraison. Ok. Donc il y a la fin est payée à la livraison. Oui, Il n'y a les pas 5 comme derniers pourcents, c'est un chèque à la livraison qui est remis vraiment à la livraison une fois que vous avez tout réceptionné sans réserve. Si jamais vous avez par exemple des réserves, des choses qui sont pas encore faites à voilà. la livraison, on peut ne pas réceptionner en attente de faire ses réserves et on réceptionne après. Et justement, les réserves, c'est de ça que je voulais parler, parce que les réserves, la plupart du temps, il y en a priori. Quand il y a des réserves, ça se passe comment? Ça peut prendre combien de temps encore après? Il faut vraiment que toutes les réserves soient levées pour que les derniers 5% soient payés? Alors, il y a plusieurs cas. Il y a ce qui se passe en réalité, c'est que quand on a des réserves et qu'on est encore dans le délai contractuel, admettons qu'on est à la livraison, on est sur 10 mois et que le délai contractuel était 12 mois. Si on a des réserves et que le client note les réserves, on peut lui dire, bah, OK, on fait les réserves, je ne vous livre pas, je fais les réserves et je vous relivre une fois que c'est terminé. Il me reste 2 mois. 99% du temps, les gens veulent rentrer chez eux et donc ils nous disent non, attendez, moi je veux rentrer chez moi, je vous fais confiance, faites-moi ce qui va manquer, mais je veux rentrer chez moi. Donc la plupart du temps, les réserves, elles sont dites entre le client et le constructeur. On va venir les faire généralement dans les jours ou dans les semaines qui suivent parce que les gens veulent rentrer chez eux, avoir les clés et emménager. Tout le monde est pressé Donc, généralement de rentrer chez soi. donc en fait, il faut avoir levé toutes les réserves pour pouvoir rentrer à l'intérieur. On peut pas rentrer Oui. dedans et puis après faire les réserves au fur et à mesure qu'on habite à l'intérieur. Non, ouais. Il faut vérifier, il faut faire le tour avec le conducteur de travaux. Il y a une pré-livraison qui est faite où on fait vraiment le tour et ensuite la livraison où on note vraiment tout ce qui manque, s'il manque des choses. Est-ce que sur le prix, il est possible que tu nous donnes le prix indicatif? Parce que j'ai bien entendu qu'il y a plein de maisons différentes, mais on nous pose la question et plusieurs fois dans le live ce soir, d'une maison 100 mètres carrés de plein pied. Prenons un terrain moyen, tu fais une moyenne d'un terrain, mais une maison de plein pied 100 mètres carrés construite, ça coûte combien? D'ailleurs, attends, juste avant que tu répondes, Manon, les terrains, c'est quoi le plus petit terrain qu'on peut avoir pour une construction? Le Une plus petit règle par qu'on rapport a à ça? fait, ouais, le plus petit qu'on a fait, ça va être 120 mètres carrés de terrain à peu près, 125 mètres carrés de terrain. Ouais, ouais, 120 mètres carrés, 150, on en fait pas mal, ouais. Après, on est sur des gros lotissements avec des petites maisons qui sont placées dessus, et on va Ouais. être sur des budgets qui sont minimisés. Bah, parce qu'aujourd'hui, les terrains sont tellement chers que du coup, les promoteurs essaient de recouper, bah, eux Ouais. pour gagner plus et aussi pour permettre aux gens de devenir propriétaires, même sur un petit terrain. Et Donc on toujours peut, avant que tu répondes sur le prix, pardon, hein, toujours avant que tu répondes sur le prix, est-ce que on a une taille en maison plein pied en fonction du terrain? C'est-à-dire que si j'ai un terrain de 150,
Est-ce que je peux mettre une maison qui fait 150 mètres carrés au sol? Ou est-ce qu'il faut toujours, est-ce qu'il y a des règles par rapport à ça? Non, il y a des règles. Il y a beaucoup de règles. Sur un terrain, de toute façon, de 150 mètres carrés, un plein pied, ça rentrera pas. Jusqu'à 300, on va être sur des étages. Au-delà de 300, on pourra mettre des plein pieds, mais en dessous, c'est quand même compliqué. Et ensuite, oui, il y a des réglementations. Il y a des surfaces de plancher qui sont au maximum. On doit laisser des surfaces perméables, imperméables. Il y a beaucoup, beaucoup de réglementations. Et généralement, sur un terrain de 150 mètres carrés, on va pouvoir faire, 90 mètres carrés, 100 mètres carrés au maximum en étage. Ok. Donc là, Et, dans ce et cas-là précis, on arrive à quelle valeur du coup à la fin de la construction? Avec terrain plus la construction? Si je prends le cas d'un terrain qui soit première couronne de Montpellier, allez, 150 mètres carrés, il va être à aller 130 000 euros le terrain. Voilà, on va être sur des prix de terrain qui sont quand même accessibles. Et nous, on a des maisons de 90 mètres carrés, 4 pièces, 3 chambres. On va être sur une maison à 150 000 euros la maison, à peu près 150, 160. Ouais, donc donc là, t'arrives à sous 000, quoi. 300 000, on a une maison. Ouais, alors des terrains à 130 000 à 150 mètres carrés, il n'y en a pas beaucoup quand même, hein. Ok. Oui, parce qu'ils j'imagine qu'ils sont pris de suite. Donc, ok. Comme ça nous donne une idée, même si ça va dépendre du terrain, en effet, et de plein de choses. Alors, on nous a dit plusieurs fois, ça dépend des PLU pour les règles. Ouais. Euh, c'est donc chaque ville a ses règles, en fin de compte, pour la construction? Ouais, et j'ai vu aussi passer beaucoup de commentaires là sur le COS, le coefficient des sols. Ça n'existe plus le COS. Aujourd'hui, on est vraiment sur l'emprise au sol. Ça va dépendre des PLU. Donc chaque commune a un PLU et surtout dans chaque commune, il y a plusieurs zones dans le PLU. Donc il y a plein de zones dans la commune et en fonction de la zone, il va y avoir différentes obligations à suivre. Ok. Très bien. Donc pour le paiement, tu nous as répondu. On a encore plein de questions qui sont posées. On va continuer parce qu'il y en a certaines qu'on va poser après. Donc restez bien sur le live. Pensez à tapoter sur mon visage. C'est 70 000 pour débloquer le cadeau, les amis. On est à 30 000. Il faut tapoter. Mathieu, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voulais faire un petit peu d'humour, mais à chaque fois que je vois Manon et qu'on parle de fiscalité, elle me dit toujours qu'en gros, je parle chinois. Mais là, la construction, c'est plus difficile que la fiscalité. Enfin, moi, personnellement, j'ai l'impression de rien comprendre, quoi. C'est C'est pour ça qu'il incroyable. faut aller voir un bon constructeur. Moi, ça me parle, tu vois, Mathieu. On a chacun ces moments d'égarement. Moi, ça me parle très bien, tu vois, PLU, toutes ces choses-là. Je suis à l'aise avec le COS, pas le COS, je suis à l'aise. Et c'est pour ça qu'on forme un bon duo aussi, Mathieu. Exactement. Et je comprends mieux, je viens d'avoir une notification, je comprends mieux pourquoi on souffre ce soir en population. Il y avait la Oui, cérémonie oui. du Ballon d'Or. Et là, je Ah, viens d'avoir c'est le le Ballon nommé. d'Or. Eh oui, il vient d'avoir le nommé au Ballon d'Or. Donc je pense que ça va finir, ils vont quitter la télé, ils vont arriver, tu vas voir. Et au-delà de ça, on a en face de nous Christopher Van Gun qui fait un live. C'est important aussi. Il est en Oh face de putain. nous, en frontal. Mais c'est pas grave. On a les meilleurs qui sont là et c'est ça l'essentiel. Quel est le suivi qui est... Oui, Manon, tu voulais dire quelque Non, chose. c'est parce que je viens de voir passer un commentaire. Alors je vais essayer de pas parler chinois, Mathieu. Éviter les constructeurs qui ne font pas d'études de sol. Je viens de le voir passer. C'est hyper pertinent, c'est hyper intéressant. S'il y a des gens aujourd'hui qui cherchent à faire construire, il y a des constructeurs effectivement qui ne font pas d'études de sol. C'est primordial. Il faut absolument savoir quelle fondation on doit faire, jusqu'à où il faut descendre, parce que sinon c'est très compliqué pour la maison. Et beaucoup de constructeurs ne le font pas pour limiter les coûts alors que c'est la base de la maison. Ok, Alors, je merci vois beaucoup. Ben qui dit l'étude de sol est à la charge du maître d'ouvrage. Non, justement, dans un contrat CCMI, on est tenu de le faire. C'est obligatoire, justement, G1, G2. Voilà, il y a des connaisseurs, hein, il y a des connaisseurs. G1, G2, donc nous, on fait G1 et G2, et à notre charge à nous. Ok, Voilà. on me dit c'est obligatoire. Ouais, c'est obligatoire, mais c'est assez tendancieux parce qu'il y a quand même certains constructeurs qui ne font pas la G2, qui se basent que sur la G1. C'est une première étude de sol qui est moins approfondie, mais il faut quand même faire la deuxième pour être sûr de ce qu'on fait. Ouais. G1, Bon, G2.
Ouais. G1, c'est une première étude de sol qui est faite aujourd'hui quand on vend un terrain, que ce soit un promoteur ou un propriétaire, il y a une G1 qui est faite, c'est obligatoire, c'est une étude de sol qui va sonder en fait le sol pour savoir quel type de fondation on doit faire. Mais elle est assez évasive, elle va se faire sur quelques points par-ci par-là, alors qu'une G2, on va vraiment implanter la maison sur le terrain et on va prendre tous les points de la maison sur le terrain. Donc celle-là, elle est vraiment obligatoire. Et effectivement, ça dépend si on est en argile forte ou pas. Mais nous, dans notre région, on est toujours en argile forte, donc elle est toujours obligatoire. Ok, euh, très bien. Est-ce qu'on peut s'intéresser à un sujet qui va m'intéresser? Comme tu sais, moi, je suis investisseur immobilier. Moi, ce qui m'intéresse dans l'immobilier, alors c'est l'immobilier, j'adore les bâtiments, j'adore tout ça, mais ce que j'aime beaucoup, c'est gagner de l'argent. Ouais. Tu nous as parlé en début de live. Est-ce que d'abord, on peut construire une maison en neuf pour gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre? Alors, tu nous as parlé tout à l'heure d'achat-revente. Est-ce qu'il y en a qui font ça déjà sur la construction en passant par des sociétés de construction? Je parle pas en construisant soi-même. Oui, Et la deuxième question, ce sera sur la location. ouais, il y en a. Après, c'est pas, comme je disais, avant on avait la Pinel dans la maison individuelle, donc on avait beaucoup d'investisseurs. On a eu fait des lotissements dans des villes qui sont très propices à l'investissement. Ça a très bien fonctionné. Aujourd'hui, on n'a plus ça, donc ça va vraiment être, franchement, 90% de nos clients, c'est des couples ou des familles qui ont envie de s'installer et qui pensent pas forcément à investissement. Moi, je l'ai fait, mais c'était pas ma première vocation à la première maison. La première fois, je voulais juste ma maison pour moi et ma famille. Et puis après, en étant dedans, forcément, on s'y intéresse un peu plus. La plupart du temps, c'est pas quand même de l'investissement qui est fait pour l'achat-revente immédiatement. Ok. Et du coup, Et surtout, tu as eu l'opportunité de le faire. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui à des investisseurs? Est-ce que tu leur dirais de s'intéresser à la construction parce qu'ils peuvent faire de la renta? Ou est-ce que tu leur dis non, restez sur de l'ancien, faites vos rentas sur de l'ancien et laissez la construction aux familles qui veulent vivre leur résidence principale et et vivre une vie tranquille, quoi. Alors, je suis pas assez experte dans la rentabilité locative ou autre pour conseiller de rester dans l'ancien ou dans la construction. Franchement, je saurais pas dire. Après, on a quand même des investisseurs on en a encore un là qui vient de signer une maison pour faire de la location. Comme je dis, en plus la maison individuelle, ça va quand même être une denrée rare. Donc pour moi, ça reste quand même un bon investissement. Ça reste quand même un bon investissement. La maison individuelle, ça prend toujours de la valeur. Alors au coup, on est dans une conjoncture un petit peu compliquée. On a des taux qui sont hauts et des maisons qui baissent un peu, mais ça baisse pas autant que ça baisse, mais c'est pas non plus fulgurant. Pour moi, on peut toujours. Pour moi, c'est toujours un bon investissement de toute façon de construire. Après, il faut calculer la rentabilité pour la location pour voir ce que ça fait. Hein. Mais je suis pas assez alors, experte dans ça pour. pour le coup, je vais réagir à ça. Je te disais en introduction que le neuf est beaucoup plus cher que l'ancien. Alors moi, au global en France, en tout cas, c'est le cas, parce qu'une construction coûte plus cher que une maison dans l'ancien, dans le même secteur, la plupart du temps. Alors c'est peut-être pas le cas dans ton secteur pour le coup, mais la plupart du temps, c'est le cas. Moi, en tout cas, dans toutes les zones où j'investis, alors j'ai maison, appartement, immeuble, et j'ai des maisons aussi en location. Et sur les maisons en location, ce que je vois comme vraie valeur ajoutée sur une maison que vous allez mettre en location, c'est que souvent les gens vont rester très longtemps. Ça, c'est un vrai plus sur la maison en location de tranquillité. Alors après, ça a aussi des travers. Sur du neuf, peut-être moins. Le travers de laisser des locataires longtemps, on ne sait pas comment on va récupérer son bien et en fin de compte, les réparations qu'il y aura au bout. Voilà. La maison a des avantages et des inconvénients en location. Je la déconseille, moi, sur de l'investissement locatif. Du coup, je prends juste le relais sur l'investissement locatif en maison parce que j'en ai. Je le déconseille vraiment. Nous, personnellement, sur les maisons, on cherche à vendre. C'est les premières choses dont on va se séparer. Et parce qu'en fait, plus on garde un locataire longtemps, c'est d'abord, je l'ai expliqué sur les réparations, c'est contraignant. Et deuxième point, c'est que on peut pas appliquer d'augmentation de loyer. Et à un moment, il se passe un delta, le marché a évolué. Si on n'a pas écrit le truc, ou alors on doit juste se calquer à l'augmentation de loyer classique qui ne représente rien par rapport à ce que tu peux augmenter en réalité, c'est compliqué. Moi, personnellement, je le déconseille et je le déconseille en neuf. Pour de l'investissement, j'insiste, ça ne veut pas dire du placement. Pour moi, construire sa maison, c'est un placement immobilier. Placement immobilier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je place mon argent en fin de compte dans quelque chose parce que je vais y vivre, ça a une valeur et je vais gagner de l'argent en fin de compte parce que je rembourse du capital. Oui.
Mais si je veux investir et multiplier les investissements, je ferai pas de cash flow concrètement avec une maison construite en neuf. C'est ça que je veux dire. Et pour pouvoir multiplier les investissements, il y a un moment ou un autre, il faut faire du cash flow. Voilà, juste pour réagir sur le côté investissement, sur la partie neuf. Est-ce que tu peux nous dire les Moi, pièges Yo, Oui, pardon. Vas-y. ouais, je voulais juste rajouter un point fiscal parce que dernièrement, notre ami Patrick est venu me rappeler un point fiscal. Euh, il y a un Patrick qui est avantage. passé, qui est peut-être là d'ailleurs. Il est passé. Je sais pas s'il est encore là. Eh ben, en plus, il faudra qu'on en parle quand il passera aussi sur 90 minutes sans filtre. Mais il y a un point où il a raison et c'est un avantage, c'est que dans la construction, donc dans le neuf, si vous investissez au travers des sociétés et que vous voulez faire de l'investissement locatif, même dans le neuf, pendant 15 ans, vous n'aurez pas à payer la CRL, la contribution sur les revenus locatifs. Alors que quand vous faites de l'investissement locatif au travers d'une personne morale, hein, donc une SCI principalement, quand vous êtes dans l'ancien et que le bien a déjà 15 ans d'achèvement, vous avez 2,5% des loyers à reverser à l'État que vous n'avez pas dans la construction neuve pendant 15 ans. Donc tu vois, tout à l'heure elle parlait chinois pour toi. Maintenant c'est l'inverse. Donc chacun parle une autre langue. L'avantage c'est que c'est multiculturel. Les conseils et les pièges à éviter quand on passe par un constructeur ou quand on construit sa maison tout simplement. Alors, quand on construit sa maison, pour moi, le conseil déjà primordial, ça va être de vraiment définir les priorités de chacun. Est-ce que ça va être le secteur? Est-ce que ça va être le nombre de pièces ou la superficie de la maison? Est-ce que ça va être la superficie du terrain? Ça, c'est vraiment important parce qu'on a des gens qui se précipitent, qui voient grand, qui veulent une grande maison, un grand terrain et ça fonctionne pas. Donc, sur ça, c'est vraiment définir les priorités. Ensuite, pour moi, ce que je dirais, après c'est mon avis personnel, quand on construit une maison, dites-vous que c'est peut-être pas la maison de votre vie, vous allez peut-être pas y rester 20 ans ou 30 ans. Concevez-la sur le moment comme vous vivez sur le moment, ce dont vous avez besoin, voilà comment vous imaginez votre pièce de vie, le nombre de chambres, la superficie. Mais dites-vous que vous la revendrez probablement dans quelques années. Donc voilà, faites attention de minimiser les coûts sur ça. Parce qu'on a beaucoup de clients qui viennent avec des idées. Voilà, moi je veux une maison super grande avec des super grandes pièces, pleine d'ouvertures, pleine de baies vitrées. Ça augmente très 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 vite les coûts. On se rend pas compte, mais des fois on veut augmenter de 5 mètres carrés en bas, passer d'une pièce de vie de 40 à 45 mètres carrés. Ça nous fait augmenter aussi 5 mètres carrés en haut et 10 mètres carrés à 1800 euros du mètre carré. On fait vite le calcul. Donc vraiment prioriser et imaginer la maison telle qu'on la voit, mais surtout ce qu'on a besoin réellement, pour pas qu'elle nous coûte trop cher au démarrage. Si après on veut faire de la plus-value, du coup, Hmm. qui se fait, hein, immobilier, ça marche quand même. Ah, Mais D'ailleurs, toi, alors, avant, c'est vrai que, alors, on a tous connu, je pense qu'on a tous eu des grands-parents ou des parents qui ont vécu toute leur vie dans leur maison et qui la laissent en héritage. Aujourd'hui, toi, dans tes clients, ils sont plus jeunes, plus vieux, et du coup, est-ce qu'on vit cette même société de consommation dans la construction? Est-ce qu'ils savent ou est-ce qu'ils pensent qu'ils vont y vivre 40, 50 ans? Ou est-ce que dès le début, ils prévoient d'y rester 5, 10 ans et de revendre? honnêtement, dès le début, alors après, on a quelques personnes qui ont 60, 70 ans qui veulent construire. Donc, bah, celles-là, elles sauront que ça sera leur dernière maison. Mais sinon, on est plus sur des gens qui savent que ce sera une maison qu'ils vont garder 5, 10 ans. Mais la plupart du temps, ils savent qu'ils vont pas la garder éternellement. Qu'ils reconstruiront pour avoir mieux. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, on dit toujours le client il veut beaucoup de choses, mais il peut pas toujours ce qu'il veut. Donc, bah, il se rend compte qu'il peut pas, donc il fait une première maison, il se dit bon bah ce que je veux, je l'aurai plus tard, et on leur conseille énormément. On leur dit allez-y, faites-le, et vous reconstruirez mieux plus tard. Vous ferez une Vous plus-value et vous repasserez nous reconstruirez voir. plus grande. Vous reviendrez nous Vous voir pour reviendrez nous reconstruire. voir, exactement. Alors on a Bankimo qui dit on tapote, il reste 15 minutes. Moi j'ai une question. Il reste 15 minutes. On n'a pas fait la moitié de l'objectif. Manon, est-ce qu'on abaisse l'objectif ou on le laisse? Non, on peut la baisser, Au ça va, je suis risque, pas vilaine. au risque de casser des doigts parce que pour aller à 70 000 là, Ah il va là, falloir vraiment être il faut- courageux. moi j'ai Alors pas on d'équipe se en plus dit, qui tapote pour moi aujourd'hui. J'ai Mais c'est personne. ça, c'est ça, c'est la seule différence. C'est vrai que toi, c'est vrai que t'es pas t'es un petit peu sur Ouais, TikTok, mais c'est pas ton réseau de prédilection. T'es plus sur Facebook. Bon, on en parlera à la fin, mais
Mais c'est vrai que ceux qui arrivent et tu prends le cas de SolarZen, qui a une équipe qui le suit de partout, parce qu'il a tout créé sur TikTok. Bien évidemment, quand il arrive à faire des folies Bien sûr, sur le bien live, sûr. forcément. Donc, on est à 33 000, on se dit 50? Allez, 50, ça serait beau déjà, hein. 50, 50, on a des bons tapoteurs, hein, j'en vois là qui sont 50, ça vous va? Les Allez, 50, 50 c'est 000, parfait. 50 000, c'est vendu. On était sur les conseils et les pièges à éviter Ouais. pour rester dans le thème. Donc, tu nous as donné des premiers conseils. Il y en a d'autres? Faut s'entourer, faut vraiment honnêtement s'entourer de bons professionnels. Alors c'est pas évident à savoir vraiment si c'est un bon ou un mauvais, hein. On peut tomber dans les mains de quelqu'un qui va tout faire pour vendre. Mais pour moi, on achète une maison, certes, mais on achète aussi la personne qui est en face de nous. Nous, on dit toujours, on nous achète à nous avant d'acheter la maison, c'est vrai. Quand vous trouvez un commercial qui va être là, qui va vous accompagner du début jusqu'à la fin sans vous vendre tout et n'importe quoi, qui va être honnête avec vous, pour moi, c'est vraiment essentiel. Moi, je le vois comme ça, je vois mon travail comme ça. J'ai été cliente, j'ai construit ma maison avant d'être chez un constructeur et je voudrais accompagner mes clients comme on m'a accompagné. Le but, c'est de rien leur cacher, c'est de tout leur dire, c'est d'être là du début à la fin, qui vous C'est accompagne. d'être là, c'est d'être là du Ouais, début à la fin. j'ai plus beaucoup de batterie, c'est pour ça, ça a bugué. C'est d'être là du début à la fin, du coup, tu disais. Ouais, c'est d'être là du début à la fin et d'avoir quelqu'un qui va vraiment vous accompagner sincèrement, qui va aimer son travail et qui va pas, voilà, qui va pas faire n'importe quoi et qui va être là pour répondre aux questions, qui va être là pour répondre tout le long de la construction. Construction, c'est long. Moi, j'ai des clients, je suis en contact avec eux pendant un an, qui m'envoient des messages quand ça va, mais quand ça va pas aussi, quand ils sont stressés, qui nous appellent. Faut pouvoir être disponible. Il y a des constructeurs qui sont très, très, très gros constructeurs. Vous êtes un peu un numéro de dossier. Donc, sur ça, faut faire attention aussi. Ok. Oui. Moi aussi, j'ai des Est-ce clientes que hein, qui sont plus ou moins chiantes. Le pic. on a des questions techniques? On va en poser une, comme ça, c'est fait. Le crépi avant ou après le Le VRD. VRD? Après pour pas abîmer ou avant pour protéger le placo? Alors, je Là, suis c'est pas. technique, hein. Ouais, c'est technique. Alors après, je suis pas conducteur de travaux. Je vais juste donner nous ce qu'on fait. Nous le VRD. Donc le VRD, en fait, pour expliquer, c'est la tranchée qui va partir de la maison jusqu'aux boîtiers qui vont être en début de parcelle. Le boîtier d'eau, d'électricité, des eaux usées, du télécom. Donc le VRD, c'est ça. La tranchée. Le terrassier vient à la fin. Il ouvre la tranchée, il met toutes les gaines et il referme sa tranchée. Donc nous, ça, c'est vraiment la dernière chose qu'on fait après la façade à la fin. Je sais pas si c'est bon ou si c'est mauvais. En tout cas, c'est comme ça qu'on fait. Nous, le VRD, c'est vraiment au dernier moment. Alors, il y a nous qui achète et qui rénove des biens qui est là depuis le début dans ma communauté. Big up à toi et à nous d'ailleurs. Ça fait plaisir de t'avoir ce soir. Alors, on a une question qui est un peu la question pour, euh, pour conclure tout ça. On a encore des questions à poser, hein, mais pour conclure toutes ces questions-là qu'on t'a posées, est-ce que ça vaut encore le coup aujourd'hui de faire construire CRP? Alors, je sais que tu vas nous répondre oui. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment, on est dans 90 minutes sans filtre, le mieux qu'il y avait avant, le mieux qu'il y a aujourd'hui, et demain, comment ce sera. Mais est-ce que ça vaut encore le coup? Alors, bien sûr, je vais te répondre oui, mais pas parce que je travaille dedans, parce que c'est vraiment ce que je pense. Alors oui, je travaille dedans, donc forcément ça facilite, mais pour moi oui, oui parce que comme je te le disais tout à l'heure, on a beaucoup de lois qui sont contre nous. On a de moins en moins de terrains qui vont être disponibles. On a des villages, nous, qui nous ont fermé les permis de construire. C'est terminé, on peut plus construire. Des villages que Mathieu connaît très bien où ben, on peut plus déposer. Donc plus le temps, et c'est pas une blague, plus les années vont passer, plus ça va être compliqué de construire sa maison. Et donc oui, vaut mieux le faire aujourd'hui. Alors après, les taux sont hauts, ok, on en a parlé, mais comme je disais, quand ça a été le cas déjà il y a des années en arrière, quand c'est passé à 1%, voire sous les 1%, ça a jamais été aussi bas, mais pour autant, aujourd'hui, ça a augmenté, mais on peut quand même acheter. Les matériaux sont chers et les terrains aussi. Mais si vous avez en tout cas la capacité et la possibilité de le faire, faites-le. Si les gens n'ont pas la capacité parce qu'ils gagnent pas assez d'argent ou autre, ok. Mais si vous avez la capacité de le faire, pour moi, je conseillerais de le faire. Oui. Ok, donc ça vaut encore le coup de construire CRP, de construire une maison pour CRP. Et
du coup, question d'après, parce que c'est un vrai sujet, ça tout le monde l'a vu sur BFM. Alors je m'attaque à BFM parce que je m'y attaque souvent à BFM, les pauvres, mais c'est toutes les chaînes d'infos. Hein. Euh, non, parce qu'ils m'ont énervé un après-midi. J'ai vu que l'immobilier chutait à BFM, alors que dans ma rue c'est pas le cas, et donc ça m'a un peu agacé. Donc j'ai répondu. Mais BFM nous raconte depuis maintenant un an, et pas que BFM, que tous les promoteurs aujourd'hui immobiliers font faillite. Il y a eu énormément de faillites, de plus en plus. Euh, Mythe ou réalité, quand tu es là Manon, ouais, mythe ou Ouais, ouais. réalité que tous les promoteurs font faillite, tu constates ça autour de toi et comment, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus et comment ça va évoluer pour toi? Alors, réalité, hein. Réalité, nous on le voit ici, on a pas mal de maîtres d'œuvre et de constructeurs qui ont fermé, qui sont en liquidation judiciaire. Pourquoi? Bah parce que surtout avec l'augmentation des matériaux qui a flambé après la guerre en Ukraine, à croire que tout venait d'Ukraine à cette époque-là. Quand on avait vendu une maison je vais prendre des comptes ronds, mais à 100 000 euros, et avec l'augmentation des matériaux au moment où on l'a construit, donc 5, 6, 7 mois après, bah, ça a flambé. Beaucoup de constructeurs se sont retrouvés à construire des maisons avec un décalage et qui du coup les a mis en énorme difficulté. Donc c'est la réalité qu'il y a beaucoup de constructeurs qui ferment et je pense que c'est pas fini. C'est pas fini parce que au-delà de l'augmentation des matériaux, on a beaucoup moins de clients. La maison individuelle, ça a chuté. Hein. On parle sur BFM d'environ 40% de chute. Donc c'est énorme. Donc du coup, bah, moins de prospects, moins de maisons. Donc bah, forcément, de fil en aiguille, moins d'argent gagné. Donc des constructeurs qui ferment. Ça, c'est une évidence. Mais donc c'est risqué d'aller faire construire sa maison aujourd'hui à tout moment, un constructeur peut faire faillite quand je vais faire construire ma maison. Alors c'est pour ça que je dis, il faut faire très attention avec qui on construit. Il faut vraiment faire attention de ça. Et après, l'importance du contrat CCMI, c'est ça, c'est que si demain vous passez avec un constructeur qui fait faillite, vous aurez forcément un autre constructeur qui reprendra votre dossier. À l'inverse de si vous passez avec un maçon ou un maître d'œuvre qui lui n'a pas ces assurances-là, bah, vous vous retrouvez sans rien. Et ouais. Les amis, il reste 8 minutes dans le live pour atteindre les 50 000 j'aime. C'est juste ici. Pour tapoter, j'ai vu que la question se posait. Les 50 000 j'aime débloquent le cadeau qui est juste au-dessus de la tête de Manon. Une construction rénovation en visualisation 3D. Donc, les amis, n'hésitez pas à tapoter juste là pour que l'un de vous soit tiré au sort. Donc, on a des faillites. Est-ce qu'il y en aura plus, d'après toi, l'année prochaine où tout s'est passé cette année ou ce sera de pire en pire? Comment ça se projette là-dessus? Et est-ce que les prix ont diminué des matériaux là, ça y est, ou pas du tout? Alors ça a un peu diminué, ouais, et là ça s'est stagné. Donc espérons que ça reste comme ça. Espérons Ok, que ça reste comme ça, ouais. Mathieu. Ouais, j'étais en train de lire là parce que alors ça c'est une question qui est intéressante. Alors Manon nous a un petit peu répondu tout à l'heure aussi parce qu'elle a dit qu'elle avait déjà récupéré un dossier, mais on a Doc Pascal qui nous dit faux, les constructeurs refusent de reprendre après un autre constructeur, trop de risques. Non, c'est pas faux. C'est la réglementation. On a le cas, nous, hein, on récupère des dossiers. Quand ça n'a pas encore commencé, on récupère. Et quand ça a commencé, il y a des assurances qui nous mandatent pour récupérer le dossier. Donc des fois, on n'a pas le choix de récupérer le dossier. Et des fois, c'est compliqué parce que quand la construction a commencé, et comme je vous dis, on est obligé de récupérer le dossier au prix qui avait déjà été signé. Donc on se doit de continuer la construction avec ce tarif-là. Mais c'est obligatoire. Et si jamais, parce qu'il dit le cas de Maison Phoenix, aucune reprise, si jamais personne ne reprend le dossier, quel est le recours, quels sont les recours qu'ont les clients? Je sais pas. Ok. Je vais pas. J'ai jamais eu le cas. Malheureusement, enfin voilà, nous on n'est pas du tout dans ce cas-là. On n'a pas fait de faillite. On a récupéré des dossiers. Donc si ça venait à faire faillite et que personne ne reprenait, j'ai pas le cas, donc je ne pouvais pas m'avancer. Ok, ça marche. Ok, est-ce que l'avenir de la maison en France est assuré ou est-ce que, comme aux États-Unis, on va avoir les maisons de 30 mètres carrés à 40 000 dollars qui vont arriver? C'est compliqué hein, parce que, comme je disais, le gouvernement il nous met des bâtons dans les roues. J'ai vu passer plein de commentaires sur les écolos. C'est un peu ça. Hein. On essaie de sauver la planète, alors c'est top, hein. Mais du coup, il y a plein de lois qui sont contre la construction. C'est pas que de la maison individuelle, hein. On a un peu toutes les infrastructures, mais bon,
Forcément, quand c'est les collectivités, c'est plus facile à faire passer que la maison individuelle. Mais je pense que on a encore quelques années quand même devant nous pour la maison individuelle. Après, dire comment ce sera dans 10 ans ou dans 15 ans, honnêtement, j'en sais rien. On n'aurait pas prédit que juste après le Covid, ça explose et que 2 ans après, ce soit un ralentissement à ce point-là. Franchement, on pouvait pas le savoir. Au contraire, on était dans une lancée exceptionnelle. C'était fou, c'était même fou. On pouvait même pas rappeler tellement on avait de clients, ça construisait à tout va. Donc on pouvait pas prévoir ce qui s'est passé. Donc je pense que voilà, l'immobilier c'est un peu cyclique, hein. Donc honnêtement, je saurais pas vous dire. Après, la seule chose que je saurais dire, c'est pour moi, c'est encore le moment de construire. Donc faites-le si vous avez la possibilité. Voilà, je pense que on a envie d'avoir sa maison, son jardin, et tout le monde n'a pas envie de vivre dans des appartements. Voilà, aujourd'hui, on favorise beaucoup le vertical. Donc, si on peut encore profiter de la maison individuelle, faut le faire. Et puis, On a comme le toutes les certains personnes disent, qui viennent du Ballon d'Or là que je vois arriver. J'ai vu Coach Imo arriver, il était au Ballon d'Or, c'est sûr. LTO qui nous dit qu'il était au Ballon d'Or. C'est pas grave, les amis. L'épisode sera en rediffusion. Alors je sais pas quand parce qu'on a un peu de retard sur les rediffusions, mais il sera en rediffusion pour ceux que ça intéresse sur la construction neuve. On va arriver pas loin de la fin. Il nous reste quelques minutes. pour Est-ce les que il vous retardataires, reste des... Oui, vous nous devez à peu près 84, 86 minutes. 86 minutes de tapotage. Alors, vous me rattrapez 86 minutes de tapotage en 4 minutes. Vous vous débrouillez comme vous voulez. c'est exactement ça. On est censé arriver aux 50 000 Il y a du pour ballon d'or débloquer le partout là. cadeau. On est censé arriver aux 50 000, les amis, pour débloquer le cadeau. On a réussi à négocier avec Manon 50 000. Voilà, c'est comme une maison. Il y a un moment, on peut pas descendre en dessous de 1650 euros du mètre carré pour la, pour la construction d'une maison. Bon, bah, pour les likes, c'est pareil. Bon, c'est Messi qui a été élu. Comme ça, on le sait aussi en live. Le compte de Manon. Alors, justement, on arrive à cette question-là. Manon, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver, nous dire aussi dans quelle boîte tu bosses si tu as envie. Enfin voilà, nous dire un peu où on peut te retrouver, comment on peut te suivre, comment on peut te chercher. Alors, je suis pas trop sur TikTok. Enfin, je l'ai été à un moment donné, mais je vais essayer de m'y remettre. Donc, du coup, je sais même pas trop comment je m'appelle. Tu m'as mis Manon CMP sur Bah, TikTok. c'est ça. Voilà, donc sur TikTok. Après, moi, je travaille beaucoup les réseaux sociaux sur Facebook. C'est un peu moins commun, mais en tout cas, c'est beaucoup plus qualitatif. Pour moi, dans mon métier, parce que je travaille beaucoup avec des agents IMO, avec des mandataires Attention, immobiliers. attention à ce que tu dis à notre communauté. Non, Notre non, non, communauté mais est très, très qualitative. c'est vrai, autant pour moi. Non, non, mais c'est vrai que je suis beaucoup sur Facebook, donc c'est Manon Maison Bâtie France. Euh, Manon Maison Bâtie France, c'est ça? Maison Bâtie France, ouais, c'est la société du coup avec laquelle je travaille. Donc vous pouvez me retrouver là sur Facebook et sur TikTok. Je vais me mettre à faire des vidéos. Je vois mon conseil de poche et immobilier qui sont à fond, donc faut s'y mettre. Ouais, mais écoute, c'est un endroit où il y a énormément. Enfin, d'abord il y a l'avenir. Il y a beaucoup de jeunes sur TikTok, mais donc sur Facebook, donc Manon Maison Bâtie France, Ouais. Instagram, oui, non. Non, Instagram, je m'y suis pas mise. Enfin, j'ai un Instagram perso, mais pas de pro. Après, voilà, je pense qu'il faut développer à fond les réseaux sociaux. De toute façon, c'est la nouvelle communication hein, aujourd'hui. Donc, voilà, faut aller avec la société actuelle. Donc, je vais m'y mettre. Et tu fais tout le Gard? Ouais, tout le Gard et tout l'Hérault. Ben voilà, parce qu'il y a les Bankimo qui nous posent la question. J'ai vu la poser 3, 4 fois. Ouais, 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 tout le Gard Ok. et tout l'Hérault. Bon, franchement, c'était vraiment un plaisir de te recevoir. Moi, j'ai appris plein de choses. Je pense que les gens qui nous ont suivis aussi. Et pour les autres, eh ben, bon, voilà, il y a Bankimo qui est intéressé. Pour les autres, alors, pour retrouver Manon, Manon Maison Bâtie France sur Facebook, c'est là où elle est le plus active, mais elle va aussi, elle l'a annoncé, s'activer sur TikTok. Tu vas On arrive à croiser la Ben. fin. On Ouais, j'ai arrive à vu, la j'ai fin. vu beaucoup. On arrive à la fin de l'heure et demie. Je vais regarder la rediffusion. On arrive à la fin de l'heure et demie. Alors, il est temps de se quitter. Alors, Mathieu, est-ce qu'il va y avoir un afterlife? Oui. Alors, Ah, pas, honnêtement, oui. Oui, parce qu'il faut garder cet after parce qu'il est important. Euh, Après, combien de temps? Je pense que ça sera pas long. Parce que je suis cuit, j'ai des journées qui sont terribles en ce moment. Je pense qu'on vit tous un peu ça. Alors,
Peut-être pas dans la construction neuve en ce moment, je pense que vous êtes un peu plus tranquille. Non, ça bosse, ça bosse, Ça, ça c'est, bosse. ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment petit. C'est Merci possible. beaucoup, 987 HAM. Merci pour les cadeaux, c'est sympa. Et oui, bah écoutez, bonne soirée à tous. Donc du coup, à tout de suite dans l'after. Avant ça, je vais quand même vous inviter, non, pas vous inviter. J'ai pas assez de place chez moi, je vais pas pouvoir vous inviter. Mais par contre, je vais vous annoncer la personne qui vient la semaine prochaine. Alors franchement, on a beaucoup de chance de le recevoir. La semaine prochaine, vous connaissez probablement, il est assez connu sur TikTok pour le coup. On a Ludovic de Jouvencourt la semaine prochaine dans 90 minutes sans filtre. Alors Ludovic de Jouvencourt, c'est le fondateur de Prélo, une très grosse boîte qui a levé 15 millions d'euros cette année. C'est le fondateur aussi de Fragment, vous en entendez beaucoup parler sur mon compte. Fragment, l'immobilier fractionné à partir de 50 euros. Mais il vient pas pour nous parler de ces deux sociétés, il vient pour nous parler des immeubles de rapport. Notamment, on va parler un peu de Prélo et de Fragment aussi, mais il vient pour nous parler des immeubles de rapport. Pour le coup, pas en construction neuve, mais dans l'ancien. Euh, donc c'est la semaine prochaine, 21h30, comme chaque semaine. Maintenant, j'ai une question. On est à 44 500 likes. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on va devoir couper et il y a une décision à prendre. Ah, il y a Euh, une décision lourde. il y a une décision lourde à prendre. Allez, Alors attends. Est-ce que dans les commentaires, vous pensez qu'elle va faire quoi, Manon, du coup? Elle va faire quoi à 44 800 likes? Qu'est-ce qu'elle devrait faire? c'est déjà bien 40 000 likes, en sachant que je Eh, suis pas sur TikTok et que j'ai pas d'abonnés, c'est bien quand même. Manon, j'ai le doigt qui crame là, MDR, ça va être accepté, c'est sûr. Tu mets les sélections gagnants et puis c'est tout. On fait comme d'habitude. Oui, à force, le prochain, parce que c'est vrai qu'on met quand même des objectifs qui sont quand même assez hauts. Là, on est parti à 70 000 avec Manon, qui effectivement n'a pas de communauté sur TikTok. On est parti haut. Mais un jour ou l'autre, on va devoir, parce qu'on s'arrête à pas grand-chose, là, à 4 000 près, hein, 4 500. Un jour ou l'autre, le cadeau, il Ça va arrivera être à un ou refusé. deux. Hein. Il Eh sera voté. c'est, mais c'est ce qu'on devrait mettre comme règle, hein. Parce qu'en Ouais, vrai, là, on aurait un financement et on aurait une visualisation 3D. Euh, Mathieu, ce serait cool. carrément. On se partagerait en plus. Oui, Les gens oui, elle vont dire sera qu'on est des d'accord. escrocs. 45 000. Manon, le verdict. allez, c'est bon, c'est bon. Franchement, je vous dis, j'ai pas d'abonnés, donc moi, 46 000, ça me fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Donc la semaine prochaine, 21h30 avec Ludovic de Jouvencourt. Déjà pour les 54 personnes qui sont là, s'il vous plaît, abonnez-vous au compte de Manon juste ici, parce que vous pouvez la suivre quand même sur TikTok. Elle a dit qu'elle allait s'y mettre. Juste ici, donc cliquez sur son profil. Voilà, il y a eu un abonnement là. Je vous vois vous abonner. Allez-y les amis, abonnez-vous au compte de Manon juste là. Bien sûr, au compte de mon conseil de poche. J'en profite aussi. Euh, Attendez, je sais ce qu'il va dire. non, non, tu sais pas ce Fais que je vais gaffe, hein. dire. Fais gaffe, Non, hein. non, mais je fais très gaffe. Et pendant que je parle, les gens s'abonnent, Mathieu. Donc, Ouais, regarde, tu as ouais. eu un abonnement. Manon a eu plein d'abonnements. Continuez à vous abonner à Manon, les Mais amis, pas s'il vous Mathieu. plaît, parce que il y a déjà des vidéos très intéressantes. J'en profite, Mathieu. J'en profite. Euh, Oui. pour te remercier parce que c'est pas à ça que tu t'attendais. Ah Je le non. sais. Pour te remercier parce que je passe des super moments sur 90 minutes sans filtre avec toi. C'est une super aventure qu'on vit depuis maintenant le 7 août. Donc je te remercie de partager ce live avec moi. Tu vois, c'est plus une déclaration d'amour, mais t'inquiète pas, la suite va venir à la fin. Mathieu a passé les 10 000 abonnés. Donc on peut l'applaudir pour ça. Bravo, félicitations à toi. Alors après, faites attention quand même sur les abonnements chez Mathieu parce que il est en train d'arriver pas loin de moi et ça, par contre, non, Et, franchement, félicitations à toi. Allez vous abonner en masse à Manon. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'abonnent. Merci beaucoup. Mais les 42 personnes qui sont là, allez vous abonner à son compte. Merci d'avoir été là ce soir. On va couper, on va se retrouver dans l'after live. C'était 90 minutes sans attends, filtre. je Dans peux l'after plus. live, vas-y, On va en parler dans dis-le. l'after. Non mais, on va, On va en parler on va dans en parler l'after. dans l'after. On va en parler dans On va, l'after, les amis. on va Parce que en parler là, dans l'after. on est en train de déclencher une guerre avec Immobilier. Et je pense, vous allez peut-être, je sais pas, il y a un petit duel qui va se mettre en place très prochainement. Parce que là, il regarde dans le rétroviseur et il se dit, merde, le petit jeune là, il arrive. Il est chaud, le petit jeune sur TikTok.
Non, non, on plaisante, on s'en amuse, on se pousse, on avance comme ça. Et moi aussi, je veux te remercier parce que c'est aussi, et je te l'ai déjà dit en privé, mais là, je peux le dire devant 44 personnes. C'est aussi grâce à toi parce qu'on a quand même partagé pas mal de choses et ça m'a mis le pied à l'étrier. Et il y a eu des moments, notamment quand je suis parti aux États-Unis et que je faisais des vidéos à 250 vues ou 300 vues. Je partais en dépression alors que j'étais en vacances et t'as été celui qui me disait mais lâche rien, continue, n'abandonne pas. Et derrière c'est reparti de plus belle et donc voilà, je voulais te remercier aussi pour ça. Mais dans l'after Merci par contre, beaucoup. je vais lancer une guerre contre toi, ça c'est sûr. Non, non, mais t'inquiète pas, je vais venir me battre. Ne t'inquiète pas. Merci beaucoup, Manon, d'avoir été là ce soir. C'était 90 minutes sans filtre. On se retrouve Merci la Manon. semaine prochaine avec Ludovic de Jouvencourt, avec un épisode incroyable. Allez vous inscrire déjà sur mon compte. L'épisode est dispo pour s'inscrire et avoir la notif. Comme ça, s'il y a le Eh, ballon d'or, là. 50K. Ah, on est au 50. Incroyable. Incroyable. Comme quoi quand ils veulent. Bravo. Ah, purée, c'est pas cool pour eux. Non, vous êtes au top. Là, j'essaye de garder des abonnés pour toi, ton père. T'as vu la stratégie? C'était 90 minutes sans filtre. À la semaine prochaine, 21h30 avec Ludovic Merci de à tous. Jouvencourt. Merci Manon. Merci à tous. Abonnez-vous en masse au compte de Manon juste ici Et et vos à tout de abonnés, suite dans l'Afterlife. ceux qui sont pas abonnés.